Exceptionnellement, cette visio UEF est en accès libre pour tous les amoureux et tous les amateurs d'oiseaux, à partager sans modération évidemment. Les visioconférences de l'UEF ont lieu 2 fois par mois, sur inscription, et sont réservées aux adhérents de l'UEF comme France. Il est aussi possible de les voir à sa guise, en replay, sur inscription préalable. L'inscription est valable pour toute l'année, soit pour 20 replays. C'est un service réservé aux adhérents de l'UEF comme France. Alors, rejoignez-nous. Bonjour à tous, je vais passer le support là, et puis on va démarrer. Je vais vous présenter le plan rapidement. Bon, il est surtout en deux temps. Euh, le premier temps, c'était des généralités pour rappeler un peu à tout le monde ce qu'étaient les inséparables de Fischer. Et dans un second temps, on sera plus sur une vraie partie technique. Enfin, j'ai essayé de la faire technique où je vais essayer de vous faire comprendre le standard du ficheur en phénotype sauvage, qui est assez compliqué, même pour certains juges, pour les éleveurs, etc., parce qu'il a évolué au fil des années. Et on a un petit retour en arrière depuis une dizaine d'années et les gens ont beaucoup de mal à comprendre en fait le but à atteindre. Donc je vais essayer de transpirer le standard et de vous faire comprendre un peu ce qui est attendu. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps qui je suis pour ceux qui me connaissent pas. Ensuite, on verra donc la partie générale, les généralités sur l'inséparable de Fischer, l'élevage, quel oiseau c'est, etc. Bon, il y aura une partie donc l'origine, d'où vient cet oiseau. On verra tout ce qui est logement, alimentation, sexage, élevage. On parlera très rapidement des mutations et du métissage. Donc là, vous pourrez intervenir pour des questions parce que j'ai pas trop développé le sujet. Et si vous avez des questions, bah, je serai là pour y répondre. On pourra éventuellement faire plus tard une autre visio sur le thème des mutations. On verra. Le statut qui va intéresser beaucoup de personnes. Donc Pierre Chanois m'a fait un petit résumé de ce qui c'est actuellement sur le statut du ficheur. Donc on en parlera rapidement. La troisième partie sera beaucoup plus technique. Donc j'essaierai de vous expliquer le standard du ficheur. Après, je vous apporterai ma méthode de sélection. Donc elle est personnelle, mais j'essaierai de vous expliquer moi comment je fonctionne à la maison. La cinquième partie, donc c'est là où on va essayer d'innover, comme l'a dit Hervé. Je vous ai concocté une série de vidéos et vous essayerez par votre, selon ce que vous voyez, de juger les oiseaux et de voir un peu si vous avez assimilé le standard de l'oiseau. Donc il y aura plusieurs vidéos. De mémoire, il y en a 5. Voilà, donc vous aurez une première vidéo où il y aura 6 sujets. J'ai pris 6 sujets assez différents. Et le but, c'est d'éliminer étape par étape des individus pour arriver aux deux meilleurs. Voilà. Alors c'est parti. Qui je suis? Donc je suis avant tout un éleveur qui aime la compétition, donc un compétiteur, et je suis également juge en psittacidé. Donc moi je suis membre de l'Oiseau Club d'Antibes, donc dans la région 13, club UOF. J'élève environ 80 oiseaux par an, essentiellement ficheurs, phénotype sauvage, un peu de lutino, un peu d'opaline et quelques splendides. Voilà. Donc je présente, moi l'objectif principal c'est de présenter mes oiseaux aux expositions. Donc j'ai 2 grandes compétitions où j'essaye de jouer chaque année. Donc c'est le BVA Master Show qui se passe en Belgique, qui est la référence au niveau inséparable. C'est une exposition où vous trouvez entre 2000 et 300 et 2000 et 3000 individus. Donc, pour moi, c'est vraiment l'exposition à faire au niveau Agapornis. Et après, j'essaye de jouer chaque année au mondial. Donc, mes principaux résultats, c'est que j'ai réussi à faire 3 Best in Show au BVA, donc 2013, 2017, 2019. Et je suis à 18 médailles au mondial. J'ai également joué une fois à Karlsruhe. J'ai fait le Best in Show en 2018. Donc, je suis devenu juge par passion. Juge en CNJF, section Psittacidée en 2014, OMJ en section J en 2019. Donc OMJ, ça veut dire juge international.
Section J, c'est que je ne peux juger sur un mondial que les agapornis qui sont ma spécialité à l'OMJ. Je suis depuis cette année responsable également de la section psittacidée à la CNJ. Donc pourquoi avoir fait juge? Je vais développer un peu. C'était avant tout pour développer mes compétences et je regrette pas du tout si certains sont intéressés. C'est que j'ai énormément appris. En fait, ça a élargi ma vision du jugement et je m'en cache pas. Je suis, je pense, devenu un meilleur éleveur et un meilleur compétiteur en devenant juge. Voilà. Donc c'est pas seulement juger les autres, ça m'a également aussi beaucoup appris pour moi. Donc on va attaquer la partie des généralités Fischer. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent pas forcément l'oiseau. Donc c'est un oiseau qui a été donc il tient son nom du docteur Fischer. Il a été découvert en Afrique, Tanzanie du Nord en 1887. Donc il a une répartition proche du lac Victoria, que vous voyez sur la carte. Donc c'est un oiseau qui mesure 15 cm. Le front, les joues, la bavette sont rouge orangé. La nuque est bronze brunâtre. Donc retenez bien ça, la nuque est bronze brunâtre avec une légère teinte orange dégradée jusqu'à la limite du vert. Le corps est vert, les rémiges sont gris foncé, le croupion est bleu violacé, c'est pareil, insistez là-dessus, bleu violacé. Le bec est rouge, il possède un cercle oculaire. Donc ça ça vous permet, le cercle oculaire permet de reconnaître certaines espèces d'agapornis. Donc on différencie en général les agapornis avec cercle oculaire et ceux qui n'ont pas de cercle oculaire. On développera ça dans la partie métisse. Qu'est-ce que ça peut faire, les différents accouplements entre les différentes espèces. Donc les pattes sont grises et les ongles gris foncé, et cette espèce ne possède pas de dimorphisme sexuel. Donc ça veut dire qu'à l'œil nu, on n'est pas censé reconnaître le mâle de la femelle. Donc habitat sauvage, donc ils vivent dans les savanes assez sèches et boisées, à altitude entre 1200 et 1800 mètres. Donc plantés d'acacias, palmiers, dattiers. On les rencontre aussi dans des zones cultivées où ils font le bonheur des agriculteurs en dépouillant les cultures. Donc ça vit en petits groupes, ça forme des colonies. La saison de reproduction a en général lieu en mai-juin. Ils nichent de préférence dans des cavités d'arbres, construisent leur nid comme chez nous avec des bases d'écorce, des feuilles, des brindilles. Elles seront déchirées avec le bec et amenées dans le nid avec le bec, contrairement à son cousin Rosécolis. Donc les logements. Donc les logements, vous avez plusieurs possibilités d'accueillir les agapornis d'une façon générale. Ça peut être soit la cage qu'on appelle la batterie, la mini volière ou la grande volière collective. Donc ce sont des oiseaux vraiment pas difficiles à entretenir. Vous pouvez les loger dans un garage ou à l'extérieur toute l'année. J'habite en moyenne montagne, on va dire. La température l'hiver peut descendre jusqu'à -5. J'ai pas de problème avec ces oiseaux-là à l'extérieur. Donc une simple protection de panneaux translucides pour protéger les volières à l'extérieur suffit. Je n'ai pas à déclarer des pertes d'oiseaux, etc. Les batteries. Donc c'est quoi une batterie? Donc c'est une cage d'élevage. Ça c'est dans le langage des éleveurs. Alors l'intérêt de la batterie, c'est que on peut en mettre une quantité relativement importante dans un espace réduit parce qu'elle s'empile. L'avantage, c'est que vous êtes certain de la descendance de la progéniture, parce que le mâle ira forcément avec la femelle, ce qui n'est pas forcément le cas en volière collective. Donc ça a un gros intérêt pour les éleveurs sélectionneurs, c'est d'être sûr de contrôler la génétique de leurs oiseaux et de faire leur choix d'accouplement. Le nid, en général, vous le voyez comme sur la photo, un nid tiroir que vous pouvez tirer. Voilà, j'ai pas plus à développer. La taille minimale, à mon sens, ça serait un 80-40-40. Donc 80, c'est la longueur, 40 la hauteur, 40 la profondeur. Certains éleveurs réduisent à 60, mais ils utilisent ces cages que vraiment pour la période de reproduction. Donc personnellement, j'utilise les cages uniquement pour la reproduction. Et après, les cages me servent à la préparation des oiseaux pour les expos. Mes cages, moi, font 80 par 50 par 50.
Les volières. Donc, en photo, vous visualisez mon ancienne structure. Donc, c'est mes anciennes volières. Donc, j'ai toujours ce format-là, mais je les ai compilées d'une autre façon. Donc, moi, c'est des volières de 2 mètres de haut, 2 mètres de profond, 1 mètre de large. Donc, les agapornis, je l'ai déjà dit, donc ils craignent pas nos climats. Il faut penser juste à bien protéger quand même un peu les volières d'hiver, surtout les courants d'air. L'idéal, c'est quand même d'avoir un sol bétonné ou carrelé pour éviter l'invasion des souris ou des rats qui, comme pour tous les oiseaux, passent partout. Donc, ne pas hésiter à faire du solide dès le départ parce que c'est un gain pour la suite de votre élevage. Et en gros, vous le faites qu'une fois et vous ne reviendrez pas dessus. Les mailles, vous pouvez prendre du 11-11. Je vous conseille, ceux qui n'ont pas gros, de prendre quand même un diamètre de fil quand même assez élevé parce qu'on n'est pas à l'abri que plus tard vous fassiez d'autres oiseaux. Et c'est toujours dommage de construire une volière avec des mailles, un fil assez fin et 10 ans après de vouloir mettre des perroquets dedans et que ça soit pas possible. Donc, c'est un détail, mais si vous avez les moyens, autant mettre du solide direct, ça peut servir par la suite. Moi, je double le grillage entre les volières. Donc, vous voyez ici avec la souris, là. Mes grillages sont systématiquement doublés parce que les agapornis, vous le savez, adorent manger les pattes de leurs congénères. Donc, ça évite la perte d'ongles. Donc, toutes mes volières sont en double grillage quand elles sont côte-côte. Si on fait de la reproduction en volière, je vous conseille de mettre plus de nids que de couples. Voilà, sinon, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. On va passer à une partie questions. Si vous avez des questions là-dessus, je vous écoute. Est-ce que vous avez d'autres types de logements, c'est-à-dire de cages d'élevage ou de volières chez vous et qui peuvent être débattus ici? Jérémy, Oui, j'ai une question. C'est Guillaume. C'est pour le phénotype sauvage. J'ai vu qu'il avait un marquage plus jaune au niveau du cou après le brun. ouais, on va en parler dans la partie à la suite, dans la partie standard. Ouais. Là, on est resté sur des généralités, mais dans la partie standard, on va bien venir en détail sur la répartition des couleurs. D'accord, ok. Merci. Voilà. Autre chose? Non, moi Jérémy, je fonctionne comme toi, hein, donc cage de reproduction individuelle pour chaque couple, stockage en box des jeunes et après grande volière pour qu'ils se développent. Donc c'est comme toi, quoi. Voilà. Ouais, de toute façon, on a tous plus ou moins la même méthode. Et après, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a aussi en fait, de garder quand même quelque chose avec de la passion. Donc, on passe pas non plus énormément de temps sur les oiseaux. Et moi, je préfère, c'est vrai que le stockage en volière ou en grande cage de plusieurs individus permet quand même de gagner beaucoup de temps à l'entretien. Et c'est vrai que les batteries, c'est quand même assez lourd. Enfin, je me verrais pas avoir des oiseaux toute l'année en batterie parce que c'est quand même, ça fait quand même beaucoup de travail. Ce qu'il faut penser, c'est selon l'âge des jeunes, de ne pas tout mélanger trop vite, c'est-à-dire par affinité, qu'il n'y ait pas de la bagarre, quoi, voilà. Donc, les oiseaux qui ont 5 6 mois, ne pas mettre d'un seul coup des petits qui viennent juste d'être sevrés, quoi. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir peut-être plusieurs box ou volières. Voilà. Ça, c'est vrai. Ouais, t'as raison. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que quand vous sevrez ou vous faites une nouvelle volière de stockage, c'est vrai que l'idéal, c'est de les mettre tous au même moment. Alors après, s'ils ont Voilà. quelques mois d'écart, c'est pas trop grave. Mais il vaut mieux des fois patienter quelques semaines ou quelques mois pour mettre tout Oui. le monde au même moment, parce que c'est là où il n'y a pas de problème. Par contre, quand vous rajoutez quelques individus par la suite, et ben ouais, ils sont un peu Bah, châtiés. si tu les mets avec des adultes, c'est sûr que tu vas au-devant du problème quand même. Voilà. Bon, je poursuis alors. Attends, Allez. il y a deux mains levées encore. Donc, Ah, Daniel Ergat. Oui, moi j'assisterai surtout sur la taille des diamètres des fils de volière, comme c'est des oiseaux qui sont souvent au grillage, avec du fil très fin, ça escape les queues, donc c'est juste à préciser ça. alors, j'ai ce problème, moi. J'ai souvent des queues ou des ailes abîmées. Bon, après, parce que j'ai une maille, ouais,
ça passe et ça frotte et ça use les rémiges et les queues un peu moins, mais surtout les rémiges. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir quand même des volières assez longues pour qu'ils puissent aller loin. Voilà. Donc les rémiges, pour les non-initiés, c'est les plumes des ailes. Voilà, donc attention donc, au diamètre du fil. C'est vrai qu'après tout, on a tendance à mettre des fils peut-être trop fins. Moi, j'avais le même problème en Canaries, et que ça a usé toutes les plumes de queue. Voilà. Donc, il faut faire attention au diamètre du fil utilisé. Il y a encore quelqu'un qui a une main levée, c'est Eric. Qui? Eric. Ah, c'est moi. C'est juste une remarque. En fait, moi, j'ai une vision peut-être un petit peu différente de ce que Jérémy a proposé, batterie en reproduction et plutôt stockage en volière. Honnêtement, j'ai les deux, moi. Et maintenant, je passe plus dans la reproduction en volière avec des petites volières avec 3 ou un nombre impair. J'essaye d'avoir un nombre impair de couples dans une volière. Et au niveau des résultats, ils sont nettement meilleurs. Je parle de chez moi, hein. Nettement meilleurs chez moi en petite volière, de petits groupes de 3 couples qu'en batterie. Hein, c'est juste cette petite remarque que je voulais faire. Un plus grand nombre de jeunes ou bien une qualité meilleure? En nombre de jeunes, oui. Qualité, après, ce que Jérémy a pas parlé, c'est l'orientation des volières. Pour la qualité, donc la qualité de plume, alors je sais pas s'il a prévu d'en parler de la qualité de plume, mais c'est le soleil. Hein. Enfin, il y a la sélection, mais le soleil, c'est le principal, notre principal allié pour faire des oiseaux de qualité en termes de plumes. Hein. De brillance, quoi, tu veux dire. Voilà, de brillance. Voilà. De brillance. Mais c'est vrai que la brillance, les oiseaux à l'extérieur sont en général plus brillants que ceux qui ont fait 12 mois en batterie avec un éclairage type néon. Ça, c'est une bonne remarque. Ouais. Après, il faut quand même faire attention au soleil. Hein. Voilà. Pour les couleurs. Bon, on poursuit ou il y a d'autres questions? Non, on ne poursuit pas. J'ai une question. Au niveau des placements des nichoirs quand vous faites des colonies, est-ce qu'il y a une consigne à donner? D'essayer de les mettre tous à la même hauteur et d'en mettre plus que le nombre de couples. Quoi. Ouais. Mais après, le trou de sortie, il est orienté vers le centre de la volière ou bien il est face au dos du nid presse suivant? J'ai entendu parler que les agapornis sont faits comme ça. Est-ce que c'est général ou c'est un cas particulier qui a été relaté? Moi, je pense que ça n'a pas trop d'importance. Après, les couples dominants vont s'approprier le nid qui les intéresse le plus et les suivants les moins bien. Mais je pense que ça. Non, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir quand même plus ou moins tous à la même hauteur. Oui. Et puis un petit peu séparés et d'en avoir un nombre un peu plus supérieur. Oui, ça je comprends bien. Bon, parce que j'avais vu cette position-là, ça arrive que ça déniche les agas, les femelles vont dans un autre nichoir, il faut mettre tout le monde dehors. Alors le risque en volière, c'est vraiment qu'une femelle dominante rentre dans la boîte d'une autre et fasse entre guillemets un carnage. Quoi. Ouais. Le gros risque, il est là. Après, c'est un problème que vous n'avez pas en batterie. Maintenant, si c'est à l'éleveur de bien observer ses oiseaux, et c'est vrai que s'il y a entre guillemets une qui fout la pagaille, il faut l'enlever. Mais avec de l'observation, Eric est un très bon exemple. Hein. Eric élève beaucoup d'oiseaux en volière parce que ses résultats d'élevage sont nettement meilleurs qu'en batterie. Donc, il a fait ce choix-là. Après, c'est à chacun d'adapter en fonction de son envie, de ses possibilités, etc. Okay. Et en termes de nid, en fait, c'est au départ au choix, en fait. Moi, je mets, mettons, la plupart du temps, je mets 3 couples. Je mets au moins 4 nids pour éviter les batailles, parce que c'est vrai que les femelles se fritent, mais c'est au début. Hein. Une fois que le début de la ponte a été effectué,
il y a plus de bataille. Chacun a pris son nid. Mais c'est vraiment au début de la construction et du choix des nids où ça peut être vraiment un peu délicat. J'ai eu encore le cas cette année où dans une volière, ça s'est frité quand même pas mal. Donc voilà. Jérémy, j'ai une dernière question par rapport à l'éclairage. Est-ce que pour les oiseaux en batterie, vous utilisez des UVB? Pas du tout. Parce que ça serait peut-être la solution, étant donné qu'ils ont été classifiés en reptiles aviaires, d'utiliser des UVB pour avoir une meilleure qualité pour ceux qui ne peuvent pas avoir des volières. Ouais, après, oui, après, libre à chacun. Moi, personnellement, j'ai 2 fenêtres dans ma pièce. Donc après les oiseaux restent pas toute l'année dans ma pièce d'élevage, donc après à chacun d'adapter en fonction déjà aussi de ses moyens financiers parce que bon, ça a un coût aussi hein, l'éclairage. Oui. Donc après oui, mais je rejoins Eric, la clé c'est vraiment quand même je pense que ça reste quand même un oiseau d'extérieur hein. Il est robuste, il est pas fait pour rester 12 mois dans une cage d'élevage ou dans une pièce entre guillemets sombre. Oui, bien sûr. Je pense que voilà, c'est un petit acidé et à l'extérieur, ils sont quand même bien mieux. Ok, merci pour l'info. Daniel Erguet a demandé la parole. Oui, pour éviter les conflits avec les agas pour la reproduction en volière, j'aurais un conseil, peut-être, il est ce qu'il est, mais c'est peut-être déjà, avant de mettre en reproduction, c'est de mettre les femelles ensemble qui séjournent pas mal de temps ensemble. Et les mâles ensemble, ça évite déjà les conflits parce que les dominances sont déjà faites à l'avance. Et ça évite les gros conflits. C'est une expérience personnelle que j'avais tentée en volière. Voilà, c'est tout. D'accord. Oui, il y a eu une remarque de David Gilles, là j'ai vu passer, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais on a quasiment tous une veilleuse dans notre pièce pour la nuit. Alors pourquoi? C'est pour éviter qu'un oiseau se perde la nuit ou une femelle qui va faire un petit tour dehors la nuit, qu'elle retrouve son nid et donc ses œufs. Voilà. Mais oui, on a tous, enfin, à ma connaissance, tous les éleveurs ont une veilleuse dans leur pièce d'élevage. Donc moi, c'est une simple veilleuse de table de nuit hein, qui est programmée, qui s'allume, je crois, vers 19 heures et qui s'éteint vers 7 ou 8 heures du matin. Voilà. Après, il y a des choses plus spécifiques, voilà, avec des dimmers, des choses comme ça. On va pas développer aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est bien de dire qu'une veilleuse c'est à avoir, je pense, pour tous les oiseaux. J'ai une question pour Daniel Ergat. Là, il a dit que avant de mettre ses oiseaux en colonie, tu peux mettre les femelles ensemble pour que les phénomènes de dominance se fassent dans un box entre femelles. Et même chose côté mâle pour une dominance entre eux. Mais alors, comment est-ce que tu constitues tes couples reproducteurs ensuite? C'est eux qui se choisissent? Quand je faisais en volière, oui, c'est eux qui choisissent. Donc, je prenais pratiquement les mâles d'une souche et les femelles de l'autre. Donc, ils peuvent se choisir sans problème. Mais ça, c'est un choix de sélection au départ, quoi. Oui, voilà, c'est ça. OK. Bon, on poursuit parce que sinon, on finira pas. Hein. Allez, on passe à la deuxième partie. Comme il y en a 200 parties, on continue. Donc, l'alimentation, bon, je vais faire rapide. Vous retrouverez, je pense, derrière dans la vidéo les compositions qui sont préconisées. Moi, j'utilise un mélange tout prêt. Je pars du principe que l'industriel, il fait quelque chose d'équilibré, donc ça sert à rien de changer quelque chose qui a été fabriqué et étudié pour nos oiseaux. Donc moi, bon, je vais pas citer de marque, mais j'utilise un mélange tout prêt spécial Agapornis. Après, je fonctionne avec fruits et légumes 3 fois par semaine, 3 à 4 fois par semaine, de l'eau à volonté, mais il y a rien de plus compliqué. Enfin, il y a rien de compliqué à nourrir des Agapornis. La pâtée, bon, là, j'ai mis une pâtée d'élevage peut être distribuée toute l'année. Moi, personnellement, je la donne que pendant la période de reproduction. Donc, à partir allez, dès que je les mets en cage, pose des nids, je commence à distribuer de la pâtée et je la donne aux jeunes jusqu'à leurs 3-4 mois. Voilà. Après, c'est mon expérience personnelle. On a tous des variantes, mais pour résumer, moi, c'est mélange industriel, quoi, qui est étudié pour. Fruits et légumes 3 à 4 fois par semaine, pâté à volonté pendant la période d'élevage. Voilà.
et aux fraîches, changer tous les 2 jours. Voilà. Le sexage, donc, c'est un point particulier pour les agapornis, on l'a vu avant, donc il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez la plupart des agapornis. Donc, c'est la principale cause d'échec de reproduction, en fait, de nos agapornis, c'est que bien souvent, on perd du temps parce qu'on a 2 femelles ou 2 mâles. Donc, il y a 3 moyens pour garantir le sexage. Donc, il y a l'évidence même, l'oiseau pond, c'est une femelle, les œufs sont fécondés, c'est un mâle, donc on a bien un couple. Le deuxième moyen, donc, c'est le sexage génétique. Donc là, selon les espèces, mais chez Fischer, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez actuellement la mutation opaline qui est concernée et qui peut vous garantir le sexe de l'oiseau par la couleur de l'oiseau. Donc ça, c'est du visuel. Et la troisième méthode, donc, c'est le sexage ADN. Donc, il y a différents labos à différents prix. Je suis pas là pour faire de la pub. L'avantage, c'est un gain de temps évident. Personnellement, j'ai encore jamais eu d'erreur de sexage. Donc, pour moi, c'est fiable. Et ça évite surtout de perdre du temps à la formation de ces couples. Donc, pour vos propres oiseaux, si vous avez des oiseaux de qualité, c'est vraiment, je pense, quelque chose à faire. Donc, on verra par la suite. Donc, sexage suite. Donc, j'ai mis en dehors des 3 moyens cités précédemment. Vous avez la méthode que vous avez déjà dû entendre parler, c'est les os pelviens. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller voir les 2 os pelviens qu'il y a en bas du ventre. Donc, ils sont écartés et arrondis pour une femelle et ils sont pointus et serrés pour un mâle. Alors, je ne le fais plus trop. Alors, c'est valable sur des sujets adultes et il faut vraiment regarder pour les mâles. Ce qui est important, c'est le fait d'être pointu ou pas. Enfin, à mon humble avis. Et pour les femelles, c'est plutôt quelque chose d'arrondi. L'écartement, selon le stress de l'oiseau, il peut quand même varier, mais sur des mâles, vous avez vraiment quelque chose de très pointu. Alors, c'est fiable. Maintenant, ça reste une indication. Beaucoup se sont trompés et ça vaut pas un sexage ADN. La morphologie des oiseaux. Donc là, par contre, pour votre propre élevage, quand vous connaissez vos oiseaux, il est vraiment valable. Moi, personnellement, j'ai quasiment plus besoin de sexage ADN parce que je connais ma souche, je connais mes oiseaux, vous connaissez le comportement, les observants, etc. Et vous avez quand même des différences physiques et morphologiques entre les sujets mâles et femelles chez Fischer. Donc là, j'ai mis une photo qui illustre bien la différence. Donc à droite, vous avez une femelle qui est massive. L'attitude, elle est posée sur le perchoir, elle paraît arrondie, elle a un bec qui est très très large. Et à côté, vous avez donc un mâle qui est plus petit, qui paraît plus filiforme, mais encore il tient pas droit. Mais en général, le mâle va se tenir beaucoup plus droit. Le bec paraît plus petit et il est surtout beaucoup plus fin. Donc l'impression visuelle est pour moi autant garantie que les opels. Et après, j'en ai déjà parlé, vous avez le comportement. Donc, quand vous voyez 2 oiseaux qui se bécotent en volière, il y a de fortes chances que ça soit un couple. Ça peut arriver que ça soit pas un couple, mais c'est encore un gage dans le fait que ça soit un couple. Donc, si vous avez ces 3 critères, peut-être vous pouvez vous passer d'ADN. Voilà. Alors, une petite technique pour reconnaître les oiseaux en volière, moi, j'utilise un vapeau. C'est quand je veux attraper un oiseau dans une volière où vous avez 10-15 vers et quand vous rentrez, c'est fini, vous les reconnaîtrez plus. Donc, je les vaporise avec un petit vaporisateur de jardin ou carrément le jet d'eau, l'oiseau qui m'intéresse. Et forcément, s'il a le ventre mouillé, il sera beaucoup plus facile à retrouver dans la volière au milieu des 10-15 sujets. Voilà, c'est un petit tuyau. Est-ce que vous avez des questions sur le sexage, alimentation? Sinon, on enchaîne. Donc l'élevage, le Fischer reproduit en captivité aussi bien en hiver qu'en été. Alors il est préférable d'attendre le printemps. Pour ma part, j'ai des très très bons résultats d'élevage au printemps et un peu moins bons à l'automne et catastrophiques l'hiver. Donc
Donc, pour ma part, ça fait au moins une dizaine d'années que j'ai plus un nid de poser entre le 1er novembre et le 1er mars. Parce que j'ai des résultats d'élevage qui sont pas du tout bons, avec une grosse mortalité dans les œufs. Alors pourquoi? Je pense que c'est les conditions environnementales. Après, elles sont toutes différentes parce que la France est grande. Donc chacun, il y en a, ils vont très bien élever l'hiver, d'autres non. Après, je pense que c'est à chacun de s'adapter en fonction des résultats qu'il obtient. Mais je pense que ça sert à rien de s'acharner et il faut noter la période où ça fonctionne bien chez vous et la reconduire chaque année. Alors moi, je suis en moyenne montagne avec une vallée proche rivière, donc j'ai peut-être un excès d'humidité froid l'hiver qui fait que ça fonctionne pas. Mais j'ai pas forcément de réelle explication. L'été, moi, il fait beaucoup trop chaud, donc j'ai des sujets chétifs dans les nids. Alors bizarrement, l'été, avec la chaleur, j'ai remarqué que les oiseaux, les oisillons, grossissaient moins. Donc j'ai abandonné l'élevage pendant les fortes chaleurs. Voilà. Donc pour ma part, donc je préfère attendre le printemps. Donc comment je procède? Eh ben je place mes oiseaux en couple en batterie. En général, je les laisse 15 à 3 semaines sans nid. Ensuite, je pose le nid en général autour du 15 mars à peu près. La ponte a lieu rapidement, on va dire dans le mois qui suit, je fournis beaucoup de branches de saule pendant un mois et les œufs en général ne tardent pas à arriver. Donc la femelle va pondre entre 3 et 6, 7, des fois 8 œufs. Elle couve pendant 23 jours. Donc les jeunes se débrouillent tout seuls à la naissance. Ce ne sont pas des poules, donc les deux parents nourrissent les jeunes et vous baguez les jeunes en 4,5 mm autour du 8e jour. Vous pouvez commencer à regarder à 8 jours. Vous allez baguer entre 8 et 11-12 jours selon la taille de vos sujets. Donc après, il faut quand même contrôler régulièrement parce qu'avec les branches, vous pouvez avoir des brindilles qui se coincent dans la bague. Donc soyez vigilants. Les jeunes sortent du nid en général vers 5-6 semaines. Personnellement, je laisse en général, quand ils commencent à sortir, je retire le nid. Moi, je ne fais qu'une nichée au printemps. Je retire le nid. Par contre, je laisse les jeunes avec les parents jusqu'à leurs 3 mois. Alors pourquoi? Je sais pas. C'est une habitude. J'ai remarqué que les parents continuent à éduquer les jeunes oiseaux. Alors quand je dis éducation, c'est surtout à leur montrer à manger de tout, par exemple. Quand vous mettez du brocoli à des oiseaux que vous venez de sevrer, qui n'ont pas été avec leurs parents, ils vont pas le toucher. Maintenant, s'ils ont fait un mois avec leurs parents et qu'ils ont vu leurs parents manger, forcément, par la suite, ils touchent à tout. Donc, c'est essentiellement pour ça, c'est pour leur donner de bonnes habitudes. Par le passé, j'avais tendance aussi à mettre un vieux mâle dans les volières de jeunes pour, entre guillemets, continuer cette éducation au niveau de l'alimentation et du bon sens en général. Voilà. Alors pourquoi un mâle? C'est qu'ils sont beaucoup plus gentils que les femelles. Voilà. L'idéal, oui, c'est de retirer le nid après 2 couvées réussies. Pour moi, personnellement, je fais qu'une, c'est un choix, hein. Mais ils peuvent très bien enchaîner 2 couvées à la suite. Les mutations, chez Fischer, il y en a 19 de connues. Donc on va pas développer aujourd'hui parce que je me doutais bien qu'on n'aurait pas le temps. Donc les mutations, elles ont commencé dès l'élevage en captivité. Vous en avez pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc après, à chacun de choisir ou d'élever ou non en fonction de leurs souhaits. On pourra peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine faire un sujet Fischer que sur les mutations et développer peut-être sur les mutations qui vous intéressent. Je pense à l'opaline qui intéresse beaucoup de monde. On pourra en parler, comment reconnaître un porteur, des choses comme ça. Voilà, à me dire. Est-ce que certains ont des questions? Ouais, Jérémy, tu dis que tu fais qu'une portée. Bon, moi, souvent j'en fais 2. Enfin, tu as raison, il faut en faire qu'une, c'est mieux si ça a bien marché. Bon, si ça n'a pas marché, mettons les œufs clairs ou les œufs qui n'éclosent pas, tu continues ou quoi? Ah oui. Ce qui arrive souvent, les œufs clairs,
enfin, vous le savez tous, c'est que la femelle pond trop tôt par rapport au Oui. mâle. En fait, le mâle est pas prêt et on se retrouve avec une ponte avec tous les œufs clairs. Donc là, pas de souci, hein, je retire les œufs et en général, elle repond rapidement et en général, tout est bon. Et tu dis que tu commences en mars et tu arrêtes quand alors? Moi, j'arrête sur mai, juin, hein, quand c'est fini. Tu sais, un tour, c'est vite fait. Hein. Oui, Ça je pond sais. en mars-avril, ça éclot en avril-mai et c'est sevré en juin. Hein. Moi, Et je coupe en l'avantage, juin parce qu'après, il fait vraiment chaud à la maison. l'avantage, d'ailleurs, je devrais le faire, c'est que l'hiver, au moins, tu n'as plus besoin d'éclairage, tu n'as plus besoin de tout ça, quoi. La pièce d'élevage, elle est au repos. Voilà. C'est ça. Le vide sanitaire et je pense au niveau, on va dire sanitaire, est vraiment important, je pense, pour les oiseaux. Moi, je suis d'accord. Et c'est vrai que pour tout, hein, pour tout ce qui est parasites, pour tout ce qui est même maladie, Ouais, de toute permet façon, de on faire le un voit, très hein, bon les éleveurs nettoyage. professionnels de volailles font souvent des vides sanitaires et je pense que c'est bien d'avoir tout vide, tout propre un certain temps. Ouais. Ok, merci. Quand on a la place, c'est toujours pareil. J'ai vu une main levée. Oui, c'est Guillaume. Une question. Le fait de faire qu'une couvée, t'as pas de risque de rétention d'œufs? Franchement, la rétention d'œufs, moi, je suis très peu confronté, même pas du tout. Alors, peut-être parce que je fais justement au printemps, mais toutes les personnes qui, en général, ont des problèmes de ponte, on va dire, sur leurs femelles, de mal de ponte, c'est souvent l'hiver ou sur des jeunes femelles. Ils sont pour les précautions nécessaires, bonne période, bonne alimentation, il n'y a pas de raison. Ok, ça marche. Merci. Il y a Daniel qui a aussi une question. Oui, juste un commentaire, deux commentaires. C'est la rétention d'œufs aussi provient aussi que beaucoup d'éleveurs accouplent des femelles trop jeunes. Moi, je dirais que pour éviter ça, il faut au moins les femelles aient 18 mois ou aux alentours de 18 mois. Et deuxièmement, je voulais poser le problème, on parlait de bagages, le problème des bagues qu'on a sur les agas, pourquoi qu'on n'a pas accès aux bagues renforcées pour les agas? Ça, c'est un gros problème parce que au bout de 2 ans, moi je vois les nigrigénis, il y a des bagues qui sont pratiquement illisibles. Ouais, bon, ça c'est la fédération, mais ouais, c'est vrai que les bagues UOF, parce que bon, je peux en parler parce qu'avant je baguais CDE et je prenais au CDE les bagues de mémoire qu'ils appellent alu, je crois que c'est alu et qui est anodisé. C'est vrai qu'on avait une ligne bague grise anodisée qui était d'une meilleure qualité que ce qu'on a actuellement. Maintenant, moi j'avais déjà soulevé le problème. Maintenant, bon, on n'a toujours pas d'anodisé disponible. Anodisé grise, mais ouais, j'avais quelque chose vraiment qui tenait bien dans le temps. Ouais. Ouais, et pour la future conférence sur les mutations, moi j'ouvrirai quand même à tous les cercles oculaires. Ça serait mieux pour tous les éleveurs. On verra selon les demandes qu'il y a. Après, tu sais, on verra. Mais le temps passe vite et c'est vrai que sur une visio, des fois, se concentrer à une couleur, 2, 3, c'est plus intéressant de rentrer dans le détail. C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite et c'est vrai que, bon, à voir. On verra. En fait, je prends un abonnement avec Jérémy et puis il va être là l'année prochaine tous les 4 mois. Hein. Après, on a d'autres espèces. On a les rosécolis, ces personnes-là, il y a du monde. C'est pour ça. Enfin, il n'est pas forcément le seul à exposer, d'autres peuvent venir. Mais je veux dire, c'est sûr que l'an prochain, vous avez droit à de l'aga un petit peu tous les trimestres. Hein. C'est normal. Je pense que monsieur Ergat pourrait te faire une sur les nigrigénis. Ben voilà. Bon, je suis. Bon, allez, j'enchaîne. S'il n'y a pas d'autres questions, j'enchaîne. Vas-y. Alors, le métissage. Alors, je pense que c'était important d'en parler. Donc, bon, la photo parle d'elle-même. Alors, le métissage, on le retrouve beaucoup chez tous les cercles oculaires. Alors, il y a 2 raisons. C'est la transmutation. Donc, c'est que les gens transmutation, c'est que les gens ont voulu passer une mutation d'une espèce à une autre espèce. Donc, le problème de ça, c'est que ça engendre beaucoup de métis, donc d'intermédiaires sur 4-5 générations, qui polluent toutes les souches, on va dire, de l'Europe.
Donc, on en a un peu moins parce que maintenant, quasiment toutes les couleurs sont disponibles partout, mais on a encore beaucoup de déchets d'oiseaux. Et le deuxième axe, c'est la méconnaissance, c'est que j'achète à la jardinerie du coin ou à l'éleveur du coin un tête noire parce qu'il me plaît bien et un tête orange parce qu'il me plaît bien, et puis je les mets ensemble et ils reproduisent et ça engendre ce que vous voyez sur la photo, donc des beaux métis qui ne ressemblent ni à un Fischer ni à un Personata. Et le vrai risque, c'est donc pourquoi je dis métis, c'est parce qu'ils sont féconds. Donc, ils peuvent polluer pendant des années, des générations, les souches d'oiseaux, entre guillemets, pures, qu'on essaye de maintenir en captivité. Donc, faut vraiment être vigilant. Il faut, même quand vous vendez vos oiseaux, faut pas hésiter à refuser, je pense, des ventes à des gens qui veulent mélanger des espèces différentes. Donc, l'avantage du Fischer avec le rosé colis, c'est que ça engendre là, par contre, des hybrides, donc stériles. Donc là, entre guillemets, il n'y a pas de problème à mettre un Fischer avec un rosé colis. Mais ouais, tout ce qui est la gamme, on va dire, cercle oculaire, donc Lilian, Nigri, Personata, Fischer, ces 4 espèces sont féconds les unes avec les autres et donc très, très vigilants. Voilà. Bon, on reviendra dans la partie standard. Je vais vous donner quelques astuces pour essayer de les reconnaître les uns des autres. Des questions là-dessus? Mutation. Allez, on continue. Donc, le statut. Donc, j'ai mis un beau logo d'IFAP. Donc, l'Agapornis fischeri est internationalement protégé par la Convention de Washington et le règlement européen CITES. Il est classé en annexe 2B comme la plupart des psittacidés. Au niveau français, toutes les variétés de l'inséparable de Fischer sont reconnues comme étant domestiques. Il peut être donc élevé sans limitation de quota ni autorisation administrative particulière. Certains lui prêtent un caractère envahissant, ce qui pourrait peut-être affecter son statut dans le futur. Donc vous avez vu passer la vague de nos amis écologistes qui croient que des colonies de Fischer, Rosé colis et Personata vivent dans la nature. Alors, pour être proche de Nice, on avait l'exemple de Beaulieu. A priori, le peu d'oiseaux qu'il y avait a disparu. Donc, soit ils ont été mangés, soit ils se sont hybridés avec des rosés colis et sont devenus du coup stériles, parce que c'était beaucoup des métis et des hybrides qui étaient sur la commune de Beaulieu. Et ces oiseaux-là sont plus fréquents sur ces lieux-là. Donc, tu les avais vus? Moi, j'ai déjà vu, mais j'ai vu 3-4 sujets, pas plus. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit avec la colie. Rien à voir. Après, les inséparables, c'est un oiseau qui est de petite taille, donc c'est une proie facile. La collier, on va dire, c'est quelque chose déjà qui vole très très bien, voire mieux, qui sait se défendre, qui est d'un gabarit beaucoup plus important. Qui a une couleur aussi verte uniforme, c'est pas le cas de nos agas, donc ça peut aussi mieux se cacher, etc. Mon avis, on n'aura jamais de colonie d'inséparables en France. C'est mon avis personnel. Après, le temps nous le dira, mais sinon, on les aurait déjà eu depuis longtemps, parce qu'ils sont élevés depuis, je pense, en captivité, en plus grand nombre que la collier, et donc, le risque, c'est qu'on les retrouve plus rapidement. Mais s'ils sont élevés depuis plus longtemps et en plus grand nombre, il n'y a pas de raison qu'on les ait pas dans la nature. Alors, la collier est bien là. Donc, les fées, ils sont là. Je pense qu'il faut s'en tenir aux fées. Oui, on a eu quelques oiseaux qui se baladaient par-ci, par-là. Mais je pense pas qu'ils soient capables d'envahir toute la France comme la collier. Voilà. Alors pour l'IFAP, moi j'ai suivi les recommandations de nos fédérations, donc à savoir toutes les variétés de l'inséparable de Fischer sont reconnues comme étant domestiques. Donc certains, je suis pas là aujourd'hui pour rentrer dans le débat, certains interprètent variété par mutation, on le verra dans le standard, mais un Fischer d'élevage, on va dire élevage pèlerin, n'a rien à voir avec un Fischer de la nature. Donc, on a bien un phénotype qui est différent.
Donc, on est sur une variété domestique. Donc, voilà. Après, chacun est libre. On va pas rentrer dans le débat, mais l'ensemble des fédérations est dans ce sens. Donc, je pense que notre intérêt à tous, c'est d'aller dans ce sens et pas forcément d'aller chercher plus loin pour l'instant. Voilà ma vision de ça. Je vais apporter deux petites précisions. D'abord sur les colonisations d'Agapornis. Alors effectivement, il y a eu un projet sur les espèces envahissantes dans lequel figuraient les Agapornis. Donc votre fédération, l'UEF, a remis un rapport d'une 40aine de pages pour expliquer que le risque était très faible, voire inexistant. Alors d'abord, comme disait Jérémy, c'est très élevé et on aurait déjà dû en avoir beaucoup plus établi dans la nature. Alors peut-être aussi parce que c'est un oiseau qui vit dans les contrées chaudes, alors que la perruche à collier peut vivre sur les contreforts de l'Himalaya, ou bien la perruche, la conure veuve, elle vit aussi dans les Andes. Donc là, ces oiseaux-là peuvent vivre dans des espaces plus froids, mais les inséparables, c'est pas du tout évident. Deuxième aspect, c'est que l'hybridation, vous en parlez notamment dans la présentation. Normalement, entre les oiseaux d'espèces à cercle oculaire, c'est fertile, mais cette fertilité, en fait, elle est possible lorsque vous revenez sur une des espèces. C'est-à-dire que vous passez, je ne sais pas, du Fischer au Personnatus et vous continuez sur Personnatus sur plusieurs générations. Alors là, il n'y a pas de souci. Ou bien vous faites l'inverse. En revanche, lorsque vous avez des métis qui sont métis Fischer, Personnatus, qui s'hybrident, qui continuent de s'hybrider entre eux, au bout d'un moment, il survient une stérilité. Et ça, c'est un article scientifique qui l'a démontré. Et ce qui expliquerait, je dis expliquerait au conditionnel, que les colonies d'inséparables sur la Côte d'Azur n'aient pas proliféré et que leur nombre est diminué. Alors, en tout cas, cette argumentation a convaincu le ministère, puisque dans la dernière version qui nous a été envoyée la semaine dernière, à peu près, ou il y a 10 jours, ils ont enlevé les Agapornis. Alors maintenant, nous allons avoir une réunion d'explication. J'espère que les animalistes ne reviendront pas à la charge sur le sujet, mais le ministère, lui, est allé en notre sens. Voilà. Donc, je voulais vous préciser ce point-là. Il y a un autre point sur les bagues. Tout à l'heure, Jérémy parlait des bagues. Donc, il avait pris CDE et ensuite il a pris UEF. Alors, le fournisseur est le même. Donc, la qualité est la même, sauf qu'à mon souvenir, nous n'avons pas de couleur inox, anodisée couleur alu, quoi. Voilà. Elles sont toutes couleurs directement. Donc, effectivement, si on prend pour la rigidité, la même que l'anodisé couleur alu au CDE, chez nous, c'est directement en couleur. Ouais, mais le problème qu'on a avec les agas, c'est les inscriptions en fait qui disparaissent très rapidement. Et c'est vrai que sur l'anodisé gris, ça vieillissait bien dans le temps. Après, c'est spécifique aux agas, mais ça serait bien dans l'avenir qu'on puisse avoir cette ligne anodisée grise. Les couleurs ne vous correspondent pas, ça vous va pas? Moi, bon, personnellement, c'est un choix personnel, hein. Je veux pas baguer en couleur parce que les juges regardent trop les couleurs des bagues. Et quand tu fabriques un stam, eh ben, il vaut mieux avoir 4 bagues de la même couleur. Donc, vu que c'est des oiseaux qu'on peut présenter sur 2 à 3 ans, j'ai un avantage, à mon sens, à avoir des bagues grises. Et quand je vais jouer au BVA ou même au mondial, je trouve que le gris est plus neutre.
Et bon, C'est après, pas bête. c'est peut-être dans ma tête, hein, mais des fois, ça se joue sur des détails et tous les détails qu'il y a à prendre, je suis un compétiteur, je les prends. Bon, Voilà. après, mais tu es juge au MJ, voilà, tu dois avoir ton opinion dessus. Mais moi, là, personnellement, en tant que juge au MJ, je regarde pas la couleur des bagues. Et après, Non, peut-être. mais nos bagues, enfin, nos bagues couleurs françaises sont vraiment reconnaissables par rapport aux Italiens, aux Hollandais, pour citer en exemple. Et c'est vrai qu'un juge qui est pas trop sûr de lui, et ben des fois, Oui, mais toutes les il va bagues sont plus favoriser ou telle moins couleur, reconnaissables. il va dire ah bah cet oiseau est plus jeune, donc bah je passe sur le plus vieux, alors que les oiseaux se valaient quoi. Donc Ouais, je veux exclure tous ces On sait que détails-là. les bagues italiennes sont légèrement plus hautes. On sait que les bagues suisses, il y a une petite croix. En tant que juge, on va pas s'arrêter ça à la bague. On regarde l'oiseau. C'est l'oiseau qui est jugé. Ouais. Mais moi, je pense que le problème des bagues, c'est que les bagues couleurs, elles sont gravées moins profond que les bagues grises. Donc, je pense que c'est là que vient notre problème, quoi. Intéressant comme remarque. À voir. Bon. Voilà. Bon, enfin, le but, oui, c'est de juger les oiseaux. On va justement passer là-dessus. Mais bon, les bagues, oui, ça reste un détail. Bon, moi, j'attache une petite importance à ce détail. Et Janie aussi, et d'autres aussi. Par contre, Ouais, on ne pouvait pas avoir accès avec les diamètres jusqu'à diamètre 4,2 pour les agas en bague renforcée. C'est ça ma question, quoi. Voilà. Parce que de mémoire, les bagues renforcées sont jusqu'au diamètre 5, il me semble, et pas en dessous. Ouais, 5 ou 5,5 de mémoire. Alors, couleur ou pas couleur? Moi, pas couleur. Hein, Pierre? Peu importe la couleur, l'important, ça serait que les gravures tiennent avec l'âge, quoi. Donc, moi, j'aimerais bien avoir accès aux bagues renforcées pour les agas. Mais demandez-le lors des vœux de l'année prochaine. Hein. Ouais. Moi, je suis Ouais. pas forcément opposé. Et d'abord, c'est pas moi qui décide puisque c'est la SAS, mais je peux transmettre le vœu et l'appuyer. Ok. T'as bien fait de venir, Pierre. Merci. Bon, allez, on enchaîne, parce que sinon, on va jamais finir. Je rappelle que les vœux peuvent remonter par les éleveurs, par les clubs, par les régions, par les clubs techniques. Or, il n'y a eu aucun vœu dans ce sens depuis plusieurs années. Donc, quand vous remarquez des choses comme ça, c'est important de les faire remonter. On va s'en occuper. Bon, allez, j'enchaîne ou on est bon? Allez, on enchaîne. Donc, le standard. Donc, j'ai mis en gros simple mais difficile. Donc, je pense qu'il faut retenir, j'ai essayé de faire des choses simples pour vraiment garder l'essentiel en tête. Alors, l'essentiel en tête, c'est quoi? Donc, c'est qu'on va favoriser donc les sujets les plus costauds et les plus grands. Ça, vous l'avez tous vécu en exposition sur les agapornis. C'est toujours les mieux en forme taille qui sont devant. Alors, sur le Fischer, on cherche un masque orange intense. Donc, sur la face avant, on cherche un masque orange intense. Une arrière-tête bronze olive vert. Alors, celui de la photo est un bon exemple pour moi. Une couleur générale du corps, donc vert. Donc, la brillance est favorisée. Donc, Eric en avait un peu parlé. La brillance, on l'obtient comment? Il y a la génétique. Donc, les oiseaux brillants, en général, ressortent des oiseaux brillants. Et c'est vrai que les oiseaux détenus dans des bonnes conditions, accès à la baignoire, accès au soleil, etc., ont généralement une brillance supérieure à un oiseau qui est resté 1 an en batterie. Croupion violet, pourquoi c'est important? C'est que ça peut être un critère pour différencier d'un métis. Donc, Lilian a le croupion vert. Personata a le croupion vert et le haut un peu plus violacé, mais il y a vraiment que chez le Fischer où vous avez un vrai croupion violet. Pattes grises, ongles sont gris foncé. Donc voilà. Pour moi là, vous avez 6 lignes qui déjà quand vous allez atteindre ces 6 choses sur un Fischer, vous serez sur le podium.
parce que la taille, vous le savez tous, c'est compliqué à avoir. Le masque orange intense, on arrive tous à l'avoir. L'arrière tête bronze olive, on est très peu à l'avoir. Et c'est souvent maintenant ce qui fait la différence. Bon, la couleur générale du corps, le coupion, bon, ça c'est l'élevage classique avec de bons oiseaux, on arrive à le maintenir. Donc taille, type et ongles. Donc type, taille, il n'y a pas de secret, les petits sujets ne font jamais de grands sujets. Donc il faut tendre vers des sujets suffisamment grands pour ne pas diminuer la taille. Donc j'entends souvent, oui, mais ils sont issus d'une bonne lignée, mais si l'oiseau il est tout petit et qu'il est quand même issu d'une bonne lignée, personnellement, il fera jamais des gros oiseaux. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi faire les bons choix et pas hésiter à exclure les oiseaux chétifs ou même limite en taille. Ongles gris-noir obligatoire. Alors j'insiste sur ce point-là, c'est que ça peut faire une vraie différenciation. À oiseau égal, la majorité des juges, même tous les juges dans les grandes expos, vont regarder la couleur des ongles. Et sur les phénotypes sauvages, les ongles bien foncés sont vraiment une plus-value pour apporter des points supplémentaires à l'oiseau. Et puis à oiseau égal, bah, ça va être la grosse différenciation qui fera que votre sujet sera de. Parce que les mutations ont tendance à éclaircir les ongles. Les mutations comme panaché, tout ce qui est dilution de couleur, à force des générations, et ben, vous vous retrouvez avec des ongles clairs. Donc le masque, il doit être orange intense. Il faut être vigilant car lorsque l'oiseau est trop rouge, ces oiseaux apportent beaucoup trop de psitacine dans la nuque. Donc, dans le même sens, une transition de jaune n'est pas idéale pour les expositions, mais ces oiseaux peuvent avoir un intérêt pour l'élevage. Donc là, j'ai cherché sur la photo, vous voyez deux sujets qui sont corrects en masque. Alors, ils pourraient être plus orange. Maintenant, on en revient souvent à la même chose. S'ils étaient plus orange, ils auraient certainement du orange dans la nuque. Donc, l'idéal, ça serait qu'ils soient plus orange avec la même nuque. J'ai mis dans le même sens la transition de jaune. Donc là, on va parler du collier jaune. Sur la photo, l'oiseau de droite, vous observez que son collier est légèrement plus jaunâtre, mais vous pouvez retrouver chez certains sujets des oiseaux avec carrément un collier jaune, en fait, quasiment une transition orange, jaune, vert. Donc ces oiseaux, ils sont pas bons pour les expositions. Ils peuvent avoir un intérêt pour l'élevage. Pourquoi? Parce qu'en général, ces oiseaux-là ont une excellente couleur de nuque. Et si la taille est bonne, si tout est bon, si tous les voyants sont verts, on peut éventuellement les essayer à l'élevage avec un oiseau très très orange. Couleur de nuque. Donc, c'est le sujet de controverse des 10 dernières années, on va dire. Donc la plus discutée. Donc l'origine de la problématique, c'est que l'image globale de l'oiseau qu'on en fait quand on regarde l'oiseau de face, c'est qu'on voit un oiseau orange. De face, l'oiseau est orange. Donc la majorité des éleveurs ont favorisé le masque orange au détriment de la nuque. Donc image globale de l'oiseau avec un masque orange qui a engendré un type orange avec une nuque orangée. Donc c'est joli, surtout sur certaines mutations. Vous prenez le lutino, un oiseau avec la tête tout orange, c'est très très joli, mais ça ne correspondait pas à l'oiseau originel. Donc ça peut poser un problème pour le type sauvage Fischer, parce qu'on s'est retrouvé avec des oiseaux avec la tête tout orange, et c'est pas ce qu'il y a dans la nature, et c'est pas ce qui était attendu. L'autre point, c'est que la psitacine rouge est la couleur qui se développe le plus dans les plumes chez les psittacidés. Donc la nuque donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une nuque bronze olive verte parfaite et souvent obtenue par une association d'une nuque claire et sombre. Le bronze olive vert n'est pas à confondre avec noir. Donc sur la photo, j'ai mis un oiseau qui me semblait correct en nuque. Alors ce que je voulais développer avec ne pas confondre en noir, c'est que vous avez aujourd'hui un certain nombre d'oiseaux qui ont une nuque très très foncée et qui en fait masquent la psittacine. Et c'est pas ce qu'on cherche. On cherche un vrai bronze olive.
Donc, c'est vraiment le plus dur à atteindre sur le Fisher. Maintenant, il faut essayer de travailler et y arriver. Voilà, j'espère avoir essayé de vous tendre vers ce qu'il faut avoir. Donc, c'est pas des oiseaux avec des points rouges ou de la pistacine dans la nuque. Une petite question. Bon, vous voyez cet oiseau-là donc en photo. Je sais pas si vous voyez tous. Bon ou mauvais. Donc, je vous laisse quelques secondes. Et puis, une ou plusieurs personnes vont nous répondre par la suite comment ils trouvent cet oiseau. Donc, vous essayez de reprendre tous les critères qu'on a vus avant et vous faites une petite synthèse plus-moins. Voilà. Alors, qui se lance sur l'oiseau de la photo? Mais si tu veux, je vais me lancer moi. Ah. Tu as parlé de l'importance des ongles noirs et que les pattes sont grises. Donc déjà, c'est-à-dire que les ongles sont un peu plus foncés que les pattes. C'est bien ça? Ouais. Oui. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une influence de l'éclairage lumineux extérieur qui pourrait augmenter la tonalité soit des pattes, soit des ongles, la présence du soleil? Moi, personnellement, chez moi, j'ai pas de différence sur les oiseaux extérieurs et intérieurs. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'un oiseau à la sortie du nid, donc un jeune oiseau, a systématiquement les ongles très très noirs. Pourquoi? Même des points noirs sur les pattes et que ça disparaît vers l'âge de 3-4 mois. Mais après, sur la couleur des ongles, j'ai pas de différence entre les oiseaux de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Et après, donc, pour revenir à ton oiseau, moi, je trouve qu'il n'avait pas trop clair. Je ne sais pas si c'est un des points qu'il fallait regarder. Non, clair, c'est vraiment pas ça. Clair, c'est vraiment ongle blanc. Là, en couleur d'ongle, il est correct. La patte, hein, les pattes. Ah, les pattes. Ouais. Les ongles, là, ils Ouais, sont un assez peu, noirs, hein, oui. je vois noir, moi, mais c'est la patte qui me paraissait vraiment un ton en dessous par rapport à ceux que tu avais montrés dans les autres photos. Alors, je sais Ouais, pas si bon, après, c'est pas choquant. C'est pas le plus choquant sur cet oiseau, Jean-Paul. voilà. Et après, il y a peut-être le jaune en poitrine aussi. Il y en a d'autres qui veulent se lancer? Voilà. Donc Ouais, ça, moi je veux bien. du néophyte. Lever la main. Oui, alors moi je pense qu'il est beaucoup trop orangé. La nuque, elle est pas du tout vert olive. Et ouais, c'est trop orangé. Ok. Donc ça, oui, bon, c'est... Ah non? Oui. Propose un autre avant de donner une réponse. On a d'autres, là? Qui veut donner? Moi aussi, je trouve qu'il est trop jaune. Hein. Il y a plusieurs mains levées, là. Hein. Bah, allez-y. Hein. Eric avait la main Eric. levée. Il faut ouvrir ton micro pour parler. Ah merde. Voilà. Ouais, je disais, la nuque, oui, il est trop orangé, sauf que c'est quasiment son seul défaut à cet oiseau. Il est de bonne taille, il a des bons ongles. Ça a l'air d'être un mâle plutôt correct en forme. C'est pas un mauvais, c'est pas un bon, mais bon, c'est un oiseau de travail pour moi, mais après, je peux me tromper. Hein. Vous êtes dur de dire qu'il est orange. Cet oiseau-là, il est beau quand même. Hein. À regarder, pour un novice, c'est quand même assez joli. Même si son seul défaut, au niveau de la... Pour le type, bah oui, c'est sa nuque qui fait que, bah voilà. Un autre? Ou je corrige? Alors, quand vous parlez de nuque, il faudrait peut-être définir l'extension de la nuque. Parce que là, l'oiseau est de profil, il tourne la tête. Donc, est-ce que vous considérez que c'est nuque à partir de l'arrière de l'œil, juste au niveau de l'œil, ou 1 centimètre après l'œil? Voilà. On va dire de... Il y a un nuque derrière la tête. Mais là, on est sur un 3/4 de visu. On va dire du haut du front jusqu'au bas du cou, quoi. Voilà, ça, c'est la nuque. Donc, c'est après l'œil, quoi. Ouais. Non, mais c'est le profil, je parle. C'est le profil, voilà, comme il est là. Moi, Jérémy, je trouve que la bavette est un peu trop jaune, mais bon, c'est peut-être que moi. Hein. Je pense que c'est l'effet de la photo. Après, on est sur une photo. On voit la pixelisation jaune, voilà, c'est ça. Je vais corriger. Donc, je rejoins Eric. Hein, l'oiseau est joli à regarder. On suppose qu'il a un très bon gabarit. La couleur des ongles est bonne. Le masque, alors oui, vous le voyez un peu jaune, mais je pense que c'est la photo qui le jaunit.
Maintenant, son gros défaut, oui, c'est la nuque, c'est qu'on retrouve une forme d'oiseau présentée en concours il y a une dizaine d'années qui était sur les podiums et qui aujourd'hui est exclu de la plupart des grosses expos, quoi. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un excès de rouge dans la nuque et c'est pas du tout ce qu'on cherche dans le standard. Voilà. Maintenant, c'est un oiseau, si on était confronté à cet oiseau-là dans l'élevage, etc., c'est un oiseau je partage Eric, qui peut être intéressant pour élever des mutations, par exemple. Mais moi, personnellement, je l'exclurais pour l'élevage de phénotypes sauvages. Mais pour élever des mutants, oui, parce qu'il va apporter de la couleur, du gabarit. On sent qu'il a une très bonne qualité de plume. Donc voilà, c'est des atouts qui peuvent être intéressants pour élever des mutants. Daniel Ergat a levé la main. Moi, je dirais juste simplement, c'est des oiseaux qu'on trouve couramment en Allemagne. Ils tendent vers ces oiseaux-là en Allemagne. Alors, ça a changé, hein. Les Allemands, t'as une ancienne génération qui continue d'élever ça et qui ne joue que en Allemagne. Mais t'as les gros joueurs qui jouent à l'international. Je vais prendre des noms, Fellner, Schlemmer, pour ceux qui les connaissent, n'ont plus du tout ce type d'oiseau et ne présentent pas du tout ça. Ils jouent au mondial, ils jouent au BVA et ils amènent pas des oiseaux comme ça. Ils amènent des oiseaux au standard qu'on a vu précédemment. Mais oui, c'est un type d'oiseau qu'on avait beaucoup en Hollande et en Allemagne. Oui, mais les Schlemmer et compagnie sont peu par rapport encore à beaucoup d'éleveurs qui élèvent ça en Allemagne, quoi. Après, bon, les juges allemands sont assez anciens aussi. Et c'est vrai qu'ils ont parfois encore en tête ce genre d'oiseau. Mais c'est clairement pas l'avenir, hein, à mon sens. Il y a Florian qui a posé la main. Oui. Et quand on parle de l'élever pour des mutations, je dirais, enfin pas la mutation bleue parce que ça va faire un oiseau qui va avoir la tête toute blanche, ce qu'on appelle les sables, et c'est pas plutôt sur l'opaline ou des panachés ou des trucs comme ça peut-être, mais rester en série verte. T'as raison, je l'ai pas précisé parce que bon, ça me semblait évident, mais forcément, ce que Flo veut dire, c'est le rouge ou le rouge ou le jaune en série bleue est transformé en blanc, forcément. Et donc, le risque avec un oiseau comme ça, c'est de se retrouver avec un série bleu avec la tête toute blanche. Et là, c'est pareil, le standard, bon, on va développer un peu, mais le standard en série bleue précise une nuque qui part, on va dire, du haut du front, donc sur un gris, et qui dilue progressivement vers un gris blanc sur le cou. Donc, ça correspond pas cet oiseau ne serait pas bon également à accoupler en série bleue. C'est un oiseau qui peut être accouplé en opaline, en lutino, voilà, mais pas en série bleue. Voilà. Il y a encore des questions? Florian, une autre question? Ah non, ça y est, Florian l'a retiré. Pas d'autres questions? Parce qu'on ne voit pas toutes les images de chacun, donc il peut y avoir des gens cachés là, comme Johan, là tu as écrit la couleur de nuque n'était pas bonne, Johan Armando. Hein. C'est ça? Bon, j'enchaîne parce que maintenant c'est vous qui allez travailler. Donc bon, je pense avoir répondu. Ah ben non, j'avais pas fini, ouais. Donc point personnel, je voulais parler un peu de ma propre sélection. Donc là, je parle pour l'élevage. Hein. Sélection des mâles. Donc les mâles, vous le savez, enfin je l'ai dit précédemment, là vous le voyez encore sur la photo. Le mâle là sur la photo, c'est celui de gauche. Donc il paraît plus filiforme, un peu plus grand. Et à droite, vous avez un oiseau qui paraît plus large, plus posé sur le perchoir avec un bec plus gros. Donc choix des mâles. Les mâles sont dans la plupart des cas plus filiformes que les femelles. Il faut en tenir compte quand vous faites vos couples. Sinon, vous allez vous retrouver qu'avec des femelles à accoupler. Parce que si bêtement, vous sélectionnez vos oiseaux sans les avoir sexés auparavant, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec 90% de femelles et 10% de mâles. Moi, en exposition, je ne présente
on va dire dans ces taux-là, 90% de femelles pour 10% de mâles. Donc, faites attention à en tenir compte quand vous sélectionnez. Et pour ma part, moi, je choisis toujours des mâles au standard. Donc, nuque, masque, brillance. Et la taille est, entre guillemets, un critère, mais c'est mon second critère. Moi, mon choix premier, c'est couleur du masque, couleur de la nuque et qualité de plume de l'oiseau. Ça, c'est pour les mâles. La taille, je le regarde en second critère. Pour les femelles, donc là, je prends une tendance inverse, c'est que je favorise la taille structure. On a parlé de la psittacine dans la nuque. Les sujets avec un peu de psittacine dans la nuque, mais très très grosse en taille, je les conserve à l'élevage. Et pour les femelles, je prends quasiment tout le temps des femelles propre élevage. J'intègre jamais de femelles extérieures à mon élevage. Quand je fais rentrer des oiseaux, je fais rentrer un mâle ou deux mâles, jamais de femelles. Après, c'est un choix personnel et c'est aussi lié au physique des oiseaux. C'est que ça sera très compliqué de faire rentrer des femelles de qualité. Parce que en général, les femelles de qualité, ça sera des oiseaux d'exposition. Et donc, c'est pas des oiseaux qui seront sur le marché, entre guillemets, à acquérir. Donc, j'ai beaucoup plus de facilité à faire rentrer des mâles. Et puis, ça m'évite différents problèmes d'élevage. Les femelles connaissent la maison, connaissent mes nids. Je connais leur fécondité, leur taille d'œuf. Enfin, elles connaissent mes habitudes et je trouve que c'est plus facile d'intégrer des mâles. Après, c'est mon expérience personnelle. Voilà. Des questions là-dessus? Sur choix des mâles, choix des femelles? Après, Oui, moi, c'est mon sens. J'essaye moi, de. je voulais t'en poser une. En concours, tu as plus de chance avec tes mâles ou tes femelles alors? En ficheur avec des femelles. Ah ouais? Par rapport à la taille? Ouais, tu gagnes facilement 1 à 2 points. À oiseau égal à la maison, on va dire frères et sœurs, mâles et femelles. Les femelles ont quasiment, si je devais mettre un pointage, 2 points de plus que les mâles. D'accord. Donc, sur une femelle à 92, son frère se retrouve à 90. D'accord. J'ai pas compris du tout ton histoire de 90 pour les femelles et tout. Là, répète un peu la partie qu'on fait. Là, ce que je viens de dire, là? Ouais, parce que je piche pas ce que tu viens de dire là, mais juste ce que je voulais dire, c'est que on va dire un frère et une sœur qui ont le même patrimoine génétique. Non, pas ça. Avant, là, quand tu as dit choix des femelles, attention, vous allez avoir plus de femelles, trop de femelles. Dans la sélection, c'est que si, quand vous allez fabriquer vos couples, vous n'avez pas sexé vos oiseaux, vous ne connaissez pas le sexe de vos oiseaux, d'accord. Votre œil va forcément tendre vers les oiseaux les plus costauds et vous risquez de vous retrouver avec que des femelles à accoupler. J'ai compris. Voilà. Ça va, j'ai compris. Et pour l'aspect concours, quand tu as parlé qu'effectivement les femelles, du fait de leur taille, sont certainement avantagées et dans la grille de pointage, c'est-à-dire même risquent d'avoir 1 ou 2 points de plus que les mâles, ça veut dire que dans les stams exposés, est-ce que tu as déjà vu des stams sur des podiums avec des mâles et des femelles mélangés? Dans les grosses expos, non. Voilà, donc il faut bien harmoniser et faire attention aux gabarits. J'ai déjà vu des stams composés uniquement de mâles bien placés, on va dire sur peut-être pas gagnant, mais voilà, 2e, 3e. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, les mâles, personnellement, je trouve que les mâles, c'est plus facile d'approcher le standard en couleur. Donc, dans certains cas, si vous avez d'excellents mâles, composer un stam, ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai jamais vu sur une grosse expo en individuel, j'ai jamais vu un mâle gagner la mise. On va être clair. Mais quand je prends l'expo du BVA où vous avez 200 à 300 sujets en phénotype sauvage, dans les 10 derniers, il n'y a jamais de mâle en individuel. Ok. Les 10 derniers, c'est les 10 premiers qui vont être choisis, pour ceux qui ne sont pas habitués au langage. Excusez-moi. Oui, ça se dit à l'envers, bien sûr. C'est ce qu'on va faire là sur le jugement. On va fonctionner comme ça.
justement. Donc là, je vous ai concocté plusieurs vidéos. Donc, il faudra essayer d'être attentif. Je sais qu'en vidéo, c'est pas simple. J'ai essayé de faire de mon mieux. Donc, on va fonctionner comme Hervé l'a dit. Là, c'est qu'en fait, on va chercher à garder les deux derniers. L'objectif, c'est de trouver les deux derniers. Donc, les deux derniers, ça veut dire les deux meilleurs. Donc, on fonctionne en général comme ça en jugement. Donc, la première vidéo, on va la dérouler 2 fois. Donc, il y aura 6 sujets. Il y a 2 sujets qui sont bons. Il y en a 2 qui sont moyens et il y en a 2 qui sont plus faibles. Donc là, l'objectif de la première vidéo, c'est simplement de regarder tous les oiseaux et d'identifier les 2 plus faibles. Voilà. Donc, on va les passer 2 fois. Et derrière, vous aurez une petite vidéo des 2 mauvais sujets que j'ai commentés. Et on pourra certainement échanger là-dessus. Je vous ferai une petite correction orale, soit en cours de route, soit tout à la fin. Derrière, on enchaînera avec une vidéo de 4 sujets, donc les 4 que j'ai identifiés les meilleurs. Ça sera les mêmes que la première vidéo, hein, je précise. Là, il y aura 2 moyens, 2 biens, donc il faudra trouver les 2 moyens. On la passera également 2 fois, je pense. Et on fera une correction derrière qui est commentée. Et la dernière vidéo, je vous passerai les 2 meilleurs sujets et on cherchera à identifier le meilleur. Donc, j'ai essayé de prendre 6 sujets avec des qualités variables pour que ça soit visible à l'écran. Donc, j'espère que vous arriverez à identifier. J'ai fait le test avec 2 personnes. Ils ont réussi quasiment à trouver les mauvais, les bons, etc. Donc, il n'y a pas de raison. Vous venez de voir le standard. Qu'est-ce qu'on cherche? Gardez l'essentiel de ce qu'on a vu. Hein. Le standard, il est simple, mais difficile. Donc, gardez les choses simples à l'esprit et vous devriez, je pense, rapidement trouver qu'est-ce qu'il faut trouver ou ne pas trouver. Voilà. Christophe, je pense, Christophe va prendre la main pour le lancement des vidéos. Ouais, je propose que vous utilisiez le chat pour donner vos réponses comme ça. Ça évitera que tout le monde propose le 1, le 6, le 5. Et puis après, on dépouillera un polo et on aura des traces écrites pour ceux qui vont changer d'avis. Donc, hello à tous. Je vous ai concocté une petite série de 6 oiseaux qu'on va essayer d'aborder en condition jugement. Donc, le but, c'est d'éliminer déjà les oiseaux qui nous semblent pas au standard, ce qu'on a vu auparavant. Et on va avancer comme ça doucement dans la série. Donc je vais vous présenter chaque oiseau. On va commencer par celui-là qui a l'air de bien se présenter. Donc le sujet B. Je vous laisse regarder. Ensuite, à côté, on va faire le sujet donc A. On fera après un ensemble pour comparer un peu les tailles. Et sur la dernière ligne, le sujet C. Ensuite, donc vous avez le sujet D qui se trouve ici. Le sujet F. Et le dernier, le sujet E. J'essaye de le faire percher, voilà. Je retourne un peu en arrière pour vous faire une petite vue d'ensemble. Donc c'est A, B, E, F et
but étant là d'éliminer 2 oiseaux déjà, voire 3, mais on va rester à 2. Voilà. Est-ce que vous avez besoin qu'on la repasse ou pas? Ah, moi je crois que oui. Hein. Hein? Oui, Oui, parce que enfin, moi je n'élève pas à Daga, donc c'est encore plus difficile. Mais On va la repasser une fois. Là. ça va On va vite. repasser une fois. Je trouve que Bon, ça va il y en a, ils peuvent regarder. J'ai vu un peu le chat. Il y a des erreurs. Il y en a qui ont bon, mais il y en a qui ont faux. Ouais. Qu'au boulot, là, les gars. Allez, on recommence. Ça Par marche. contre, moi, je vois mieux la vidéo sur mon téléphone que sur mon PC, en fait. Ah Sur bon? mon PC, elle est grande et je vois moins les détails, je trouve. Ah. En plus, si tu pipes le jeu, hein, comment tu veux qu'on s'en sorte? Allez, on la repasse. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat le lien YouTube parce que j'ai l'impression que la qualité de la vidéo est pas terrible en fait. Et ça va beaucoup trop vite aussi. Et moi, personnellement, je vois pas grand-chose. Non, on pourra pas mettre le lien aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on va perdre trop de temps. Ok. Donc, on sait que la prochaine fois, il faudra faire comme ça. Désolé, Pierrot. Ouais, peut-être la prochaine fois de balancer un lien. Donc, hello à tous. Je vous ai concocté une petite série de 6 oiseaux qu'on va essayer d'aborder en condition jugement. Donc, le but, c'est d'éliminer déjà les oiseaux qui nous semblent pas au standard, ce qu'on a vu auparavant. Et on va avancer comme ça doucement dans la série. Donc je vais vous présenter chaque oiseau. On va commencer par celui-là qui a l'air de bien se présenter. Donc le sujet B. Je vous laisse regarder. Ensuite, à côté, on va faire le sujet donc A. Après un ensemble pour comparer un peu les tailles. Et sur la dernière ligne, le sujet C. Ensuite, donc vous avez le sujet D qui se trouve ici. Le sujet F. Et le dernier, le sujet E. J'essaye de le faire percher, voilà. Je retourne un peu en arrière pour vous faire une petite vue d'ensemble. Donc c'est A, B, E, F et D. Le but étant là d'éliminer 2 oiseaux déjà, voire 3, mais on va rester à 2. Voilà. Bon, je sais que c'est pas évident en vidéo. Non. Maintenant, on va voir. Donc là, je laisse un peu de temps à Christophe pour trouver la vidéo correction. Je meuble un peu, mais je vous ai fait une petite vidéo correction avec les 2 sujets, donc qui à l'œil, donc mon œil en conditions réelles, on va voir si ça rejoint un peu ce que vous avez trouvé, sont bien les plus mauvais. C'est vrai qu'en vidéo, je rejoins Pierre Chanois. C'est pas forcément évident. En plus, la première vidéo était pour moi la moins bien réussie, donc la plus difficile pour vous. La suite sera un peu plus facile, je pense. Et puis on part là ensemble pour la correction et puis on fera une synthèse à la fin du tout. Il y a quelques réponses dans le chat. Hein. Ouais, j'ai vu. Ouais. Donc me revoilà avec donc les 2 sujets que j'élimine moi d'entrée. Donc le sujet C et E. Donc le C, pourquoi?
Simplement, il a quand même un très très gros collier jaune en dessous le masque. Donc vous avez vraiment quand même un masque qui n'est vraiment pas net entre le vert et le orange. Vous observez quand même pas mal de jaune. Donc bon. Et vous retrouvez encore un collier quand même très très jaune à l'arrière-tête. Donc après c'est un sujet qui est brillant, mais bon, c'est pas un sujet d'exposition. On est sur un sujet qui serait autour de 88 points pour moi, voire 87 selon la concurrence qu'il y a. On a vraiment, je sais pas si on s'en rend compte, mais on a vraiment du jaune en bas. Voilà. L'autre sujet c'est celui-là. Alors j'ai essayé de vous trouver ce que j'appelle un oiseau marqué en psittacine dans la nuque. Donc là vous avez vraiment, voilà, là vous le voyez, vraiment trop d'incrustation de psittacine dans la nuque. Bon, je parle pas de la condition, c'est un oiseau que je viens d'attraper, donc il a 4-5 mois, donc il n'est pas en condition de vert, de plumage, tout ça, mais je l'ai mis vraiment pour observer que ce genre d'oiseau dans les lignes type sauvage est vraiment à écarter. Là vous vous rendez vraiment compte des incrustations de psittacine dans la nuque. Voilà les deux sujets. Bon, des commentaires du coup. Donc les deux sujets c'était C et E. Donc C c'est essentiellement collier jaune. E c'était psittacine dans la nuque. Alors je vais rejoindre les plus sceptiques. C'est vrai qu'en vidéo c'est pas évident. Par contre sur mon téléphone je le vois net. Alors sur l'écran de l'ordinateur je le vois moins net parce que l'écran est plus grand. Mais bon, c'était pour essayer de vous faire un peu travailler. Je pense que la suite sera un peu plus facile. Et puis, quoi qu'il arrive, ça donne une idée de la démarche à suivre qui est faite en jugement, comment on élimine les oiseaux, comment on les aborde, etc. Donc, j'ai essayé de commenter au fil de l'eau. Il y avait des questions, j'ai vu des mains levées, je crois. Oui, j'avais une question. Est-ce que tu favorises plutôt la taille ou la couleur, justement? Parce que le A me paraissait bien plus petit en gabarit. Je sais pas si c'est une idée. Alors, le A est plus léger en gabarit. Mais là, au premier abord, le premier tour de cage est fait, à mon sens, pour exclure les oiseaux qui sont hors standard. Donc, oui, donc pour moi, ça sert à rien. Le premier tour, un oiseau qui est au standard de couleur, à moins qu'il soit vraiment chétif, oui, on peut l'exclure. Mais le premier tour est vraiment pour exclure ce qu'on ne doit pas retrouver à l'élevage, en fait. Donc, pour moi, ce qu'on ne doit pas retrouver à l'élevage, c'est tête rouge. Il faut pas du tout encourager les éleveurs à mettre ces oiseaux-là en phénotype sauvage. Les colliers jaunes non plus. Donc, ça sert à rien d'induire les éleveurs en erreur. Et je pense que c'est le critère numéro 1 pour sortir ces oiseaux-là. Ouais, parce que sur la vidéo, en fait, la première vidéo, on voit pas trop le rouge sur la nuque, je trouve. Vraiment, c'est pas ce qui m'a choqué le plus, en tout cas. Après, ça reste des vidéos. Le but, c'était d'essayer d'innover et de vous faire travailler. Après, ça vous fait réfléchir quand même. Vous avez assimilé des choses au standard. Après, je vous invite à peut-être cet après-midi ou demain d'aller voir vos oiseaux. Là, vous avez les éléments en tête et de se mettre en conditions réelles chez vous, quoi. Voilà. Il y avait d'autres questions? Non. Bon, Christophe, c'est à toi. Là, on a essayé sur la deuxième vidéo de la passer avec un écran plus réduit pour justement faire la différence pour ceux qui travaillent sur ordinateur. Et après, c'est sûr que quand vous regardez sur un écran de téléphone, ça accentue les contrastes. Toutes les photos qu'on voit et les vidéos sur téléphone sont plus contrastées. Donc, effectivement, ces différences de couleurs sur lesquelles Jérémy s'est basé sont peut-être plus apparues nettes sur une visualisation sur écran téléphone que sur l'écran d'ordinateur. Et c'est un exercice très difficile, hein, mais c'est très sympa. On s'adapte avec son temps. Voilà, maintenant on va continuer. C'est plus facile, il ne reste plus que 4. Allez, on est reparti donc avec les 4 derniers sujets. Donc il y en a 2 qui sortent du lot, donc à vous de les trouver. On fera un petit corrigé juste derrière. Donc je vais les passer un par un en zoomant, en espérant qu'ils ne bougent pas de trop.
Voilà, ici c'est le sujet D. Ici, je vais le faire se percher, s'il veut bien. Le sujet F. Voilà. Ici, le sujet B. Et enfin, le sujet A, le petit dernier. Voilà. Je vous refais une petite vue d'ensemble. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop vite. Lui, il veut toujours pas y aller. Voilà. À tout de suite. Bon, je pense que tu peux balancer le corrigé, direct. Vidéo 4. Ok, suspense insoutenable. Allez, on est parti pour le corrigé des 4 loulous. Donc bon, on va garder en deux meilleurs oiseaux D et B. Alors pourquoi A? Pourquoi il est où F? Bon, essentiellement un problème de taille. Bon, ils ont un tout petit peu de psittacine rouge dans la nuque. La taille est beaucoup plus légère. Je vous ai parlé des ongles tout à l'heure dans le standard. Donc là, regardez, on est... C'est pas net. Je vais essayer de vous faire ça net. On est à la limite. On est à la limite, voire un peu clair, on est à la limite. Bon, l'ongle, donc le premier ongle qu'on voit, voilà, on est à la limite. Alors que là, quand vous regardez là c'est bien noir. Donc il faut viser ça. Voilà. Donc essentiellement, bon, taille structure à revoir. Sinon, vous avez des oiseaux qui sont quand même... Bon, celui-là est un peu moins en condition, le sujet A. Le sujet F est mieux en condition. J'ai évoqué également, je vais prendre le sujet F au soleil. Pour la nuque, ça sera peut-être plus réaliste. Voilà. Donc là, vous avez quand même une nuque qui est très correcte. C'est vrai qu'avec le sombre, ça rougissait les oiseaux, mais bon, vous avez quelque chose qui est correct. Moi, c'est un oiseau que je vais garder pour l'élevage. Bon, c'est un mâle avec l'autre. Par contre, pour les expos, ça reste limite quand même pour moi en taille. Vous êtes sur du 89-90 points. Bon, après, tout dépend du type d'expo que vous cherchez, mais voilà, pour moi, c'est les oiseaux qui doivent aller en stam, éventuellement, mais en individuel, ça reste compliqué. La nuque, je vous avais parlé aussi de la nuque. Attention à pas dépasser le noir. Donc le noir, bon, la lumière c'est mieux, alors on va le voir ici. Voilà, c'est un oiseau quand même qui est foncé de nuque. Donc là on est à la limite. Faut vraiment pas aller chercher plus foncé que ça en nuque. Voilà. Bon, j'espère que les petits commentaires vous aideront dans votre sélection et on va continuer avec les deux autres sujets. Des questions là-dessus? Bon, sinon on fera une synthèse globale sur leur ressenti à la fin des deux. Il en reste une ou deux? Je sais même plus. Ouais, il y a encore une étape. Hein. Une étape. Il en reste on encore fera une. une synthèse globale après la dernière. Ouais, d'accord. Donc nous y voilà. Donc les deux sujets qu'on a mis entre guillemets de côté, nos deux meilleurs oiseaux. Bon, alors la principale différence, ils se tiennent vraiment en couleur de nuque, en masque. On est peut-être à la limite en masque, on pourrait être un peu plus orange. Maintenant, c'est ce qu'on cherche en nuque. On veut des oiseaux sans psittacine, je vais vous les montrer au soleil. Et c'est ce vers quoi je tends à aller. Regardez, là vous vous rendrez bien compte. Je vois un peu la lumière. Voilà. Pour moi c'est propre. Voilà, moi ça me convient. Moi je veux ça. Donc les deux oiseaux sont comme ça, en réel. Après, bon, vous le voyez, il y en a un qui est un peu mieux en condition. Donc l'oiseau qui est là, l'oiseau B. L'oiseau D a un potentiel beaucoup plus important déjà avec la taille. Maintenant, ouais, la condition n'est pas là. Vous avez les ailes pendantes. Ça, dans une expo, c'est pas forcément
ça sera un oiseau qui sera pénalisé. Aile pendante, ça peut être un critère. Donc bon, après vous avez deux excellents sujets pour moi. Ça c'est un oiseau avec lequel je peux jouer en stam. On se rapproche des 91-92 déjà, en condition, pas en l'état actuel. Ici vous êtes un petit cran au-dessus, parce que vous le voyez, l'oiseau est quand même beaucoup plus rond. Maintenant, présenté dans ces conditions, il n'est pas très présentable. Donc à revoir en septembre. Voilà, j'espère vous avoir bien aidé dans ces différentes vidéos. Et on se retrouve pour les questions. Est-ce que c'est une panne de micro généralisée? C'est là qu'on voit qu'effectivement que l'art du jugement est quelque chose de très compliqué. Et vous avez travaillé sur 6 oiseaux. Jérémy a dit que dans des grands concours spécialisés, il peut y avoir jusqu'à 200 sujets en phénotype sauvage. Donc 200 oiseaux sur la table, c'est plus d'une journée de travail ou une journée complète où il faut avoir le cerveau en bon état. Rappelez-vous la conférence d'il y a 15 jours, hein. La fatigue est toujours là. Et c'est vrai que ça joue après sur les petits détails. Là, c'est vrai que les critères ont été d'abord sur la couleur, puis ensuite sur la taille, et c'est en métier de tout cela qu'il faut jouer et comparer. Avec des phases d'élimination progressive des oiseaux, et à la fin, vous restez sur des oiseaux qui se tiennent à un petit quart de chouïa. Mais bon, la synthèse de tout ça, enfin, gardez à l'esprit, là, je pense qu'il faut aller à vos oiseaux tranquillement dans la semaine. Vous gardez à l'esprit qu'il y a quand même une grosse différence de gabarit entre mâles et femelles chez Fischer. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête dans votre sélection. Et n'ayez pas forcément peur d'avoir des petits mâles, parce que on en a tous. Et que en mâle, vous n'aurez pas forcément toujours le gabarit escompté. Donc ça, gardez-le en tête. Et vraiment sur le standard de couleur, vous pourrez reprendre le PowerPoint, mais soyez vraiment vigilants dans vos accouplements et essayez de faire des combinaisons d'oiseaux, des associations d'oiseaux et de pas accoupler ces mêmes oiseaux à défaut ensemble. Vous gagnerez vraiment en qualité à observer. Alors, il n'y avait pas beaucoup de critères, on a mis dans le standard. Je l'ai vraiment résumé. J'ai mis 5 lignes de mémoire. Mais déjà, ayez à l'esprit ces 5-6 lignes et essayez de tendre là-dessus. Et je pense que votre sélection n'en sera qu'améliorée. Donc, sélection à l'élevage, mais aussi en septembre dans le choix de ce que vous allez nous mettre sur les tables. Donc là, je vais devoir passer à un commentaire. Quand je trie, je sépare les mâles des femelles. Oui, je pense que tu as raison. Jean-Paul. C'était ça, effectivement, j'ai vu sa remarque, elle est très intéressante, parce que ça permet de rester dans le même sexe, dans les mêmes types de qualité de gabarit, et là, il va pouvoir sélectionner ses meilleures couleurs, et pareil pour les femelles après. Et c'est vrai que si on mélange les deux, je pense qu'on est un peu perturbé par sa sélection. Maintenant, je pense que là, il parle pour la sélection, pour garder ses reproducteurs aussi. Je pense, oui. Ouais. Eric a une question. Non, c'est juste une remarque là. On parle vraiment de tri pour le concours. Moi personnellement, alors c'est vrai que je suis un petit peu compétiteur, moins que Jérémy, mais je suis un peu pris en dilemme parce que moi je fais du bleu, mais je vais préférer un oiseau avec une nuque un petit peu plus blanche qu'une nuque qui correspond au standard. Donc, je suis un petit peu le même problème avec le vert. J'ai tendance à préférer visuellement, je parle de là vraiment là parce que ça reste une passion. Alors, le concours c'est bien, mais la passion c'est de regarder un bel oiseau et l'oiseau qui vous plaise. Et c'est vrai que j'ai tendance à aimer plus un oiseau foncé pour le Fischer vert que quelque chose de bronze et d'olive. Mais après, c'est les goûts et les couleurs, comme on parlait. Là, le jugement, c'est vraiment c'est l'œil du juge ou l'œil des gens qui regardent. Et moi, c'était mon avis. Et c'est vrai que moi, la passion et la beauté de l'oiseau, c'est subjectif. Hein.
Mais ton œil, ton œil, on a plus ou moins tout le monde le même, c'est qu'on va préférer un oiseau orangé parce que c'est dans la majorité des cas, les gens préfèrent la couleur. Et c'est pour ça qu'il y a des grosses difficultés sur cet oiseau-là. Je parle dans les grandes compétitions. C'est parce que même nous, en tant qu'éleveurs, on va favoriser parfois des oiseaux pas au standard parce que la couleur nous plaît plus. Mais il y a un standard. Il faut au moins l'avoir en tête. Après, nos choix personnels ne regardent que nous. Mais je pense qu'il faut avoir en tête le standard et c'est ce que j'ai essayé de vous faire transpirer aujourd'hui. Et après, bon, bah, si on en a conscience, moi, ça me pose pas de problème. Hein, mais voilà, tu le dis toi-même. De temps en temps, tu tentes le coup avec certains oiseaux et souvent, bah, t'es vite rappelé à l'ordre par le résultat. Mais bon, tu t'es fait plaisir. J'ai une question là. On n'a pas beaucoup parlé de longueur de plume. Sur la première photo d'un couple, pour montrer différence mâle-femelle, la femelle, elle avait vraiment des panties, ça traînait au perchoir et tout. Est-ce que vous jouez sur la longueur de plume plus ou moins, sachant que nous, en perruche ondulé de posture, c'est un critère très important. Hein. Ça permet de trier beaucoup. Alors, je pose la question comme un novice, bien sûr. À vous. Bon, bah, mon expérience, alors, les femelles ont tendance à avoir des plumes un peu plus longues. Pourquoi, je sais pas. Les mâles sont toujours un peu plus intensifs. Alors, si on prend que le jugement, le juge va favoriser quand même la brillance. Maintenant, c'est contradictoire parce que la plume longue t'amène un peu plus de longueur. Donc, l'idéal, c'est d'avoir les deux, quoi. La longueur et la brillance. Maintenant, c'est compliqué. Alors, on n'a pas encore vos problématiques de plumes longues en excès que vous pouvez rencontrer chez l'ondulé. On l'a pas encore. Maintenant, comme vous, on se rend compte chez Rosécolis surtout, un peu chez Fischer, que les gros oiseaux à plumes longues reproduisent beaucoup moins. Donc, on arrive aussi à vos limites, je pense, de fécondité sur les meilleurs oiseaux de concours, sur les grosses expos, où ils vont très peu reproduire ou pas du tout. Et comme vous, une fécondité qui est beaucoup moins bonne aussi dans le temps. Et moi, ce que je constate chez moi là depuis 2-3 ans, mes meilleurs oiseaux maintenant sortent souvent des frères et sœurs de mes oiseaux de concours. J'ai vraiment du mal à reproduire mes top oiseaux de concours. Donc, je m'acharne un peu moins avec ces oiseaux. Mais je pense qu'on va arriver à la limite comme vous. À un moment donné, il faudra garder en tête, je pense que les agapornis sont quand même des oiseaux de couleur. Et c'est pour ça qu'il faut quand même rester dans un idéal de couleur, ce que vous avez un peu oublié dans les ondulés. Et je pense que c'est important de garder la couleur en tête parce qu'elle peut nous garder, entre guillemets, de la fécondité sur nos oiseaux. Et des choix qui ont été faits sur Lilian, là je déborde un peu du sujet, mais Lilian Nigri, où le choix du standard a été fait de au contraire favoriser un oiseau de petite taille et en couleur. Je pense que c'est une très très bonne chose parce que ça permet aux éleveurs d'en avoir pour tous les goûts. Donc d'avoir 3 espèces domestiquées, Personata, Fischer, Rosécolis, où on se rapproche de la posture, on va être clair maintenant. Et d'autres espèces qui sont pas domestiques, Lilian, Nigri, où on va chercher un oiseau de petite taille, donc normalement avec une bonne fécondité, très très coloré, qui se rapproche, on va dire plus en gabarit, tout ça, fécondité de l'oiseau de la nature. Alors un peu moins dans les couleurs parce qu'on favorise certaines couleurs, à un moment donné on fait un choix, mais je pense que c'est une très très bonne alternative parce que ça permet à tout le monde de s'y retrouver, quoi. Un peu ce que vous avez fait avec les ondulés de couleur. Un peu tard, mais vous y êtes venu. Voilà. Voilà mon sentiment. Voilà. D'autres questions? Je voulais juste réagir sur l'ondulé, comme tu disais, qui est par rapport à vos agas. L'ondulé, on est allé très loin, même beaucoup trop loin, je pense. On a créé pour moi des monstres, comme je les ai appelés pendant un moment. Et aujourd'hui, on revient en arrière.
Donc, ça serait dommage de faire la même chose avec les Fischer. Justement, pour moi, les Rosécolis aujourd'hui deviennent un petit peu gros. Je pense qu'en Rosécolis, ça commence un petit peu à arriver à la limite, pour moi en tout cas. Après, je pense que oui, aujourd'hui en ondulé, on s'est rendu compte qu'on était allé beaucoup trop loin et aujourd'hui on fait marche arrière justement sur ces points-là d'oiseaux trop énormes et trop monstrueux. Ou des femelles que moi j'appelle ça les femelles perdues, les femelles qui sont même plus capables aujourd'hui de savoir si elles sont mâles ou femelles et qui du coup reproduisent même plus parce que justement elles sont complètement perdues dans leurs hormones. Et je pense que c'est un niveau où justement là on se rend compte qu'on est vraiment allé beaucoup trop loin dans la sélection. Alors pour Rosécolis, bon, on déborde un peu du sujet, mais la tendance actuelle a un peu changé, hein. Ils sont revenus quand même à des oiseaux de couleur. Alors oui, avec un gros gabarit, mais depuis 4-5 ans, sur les grosses expos, j'observe quand même des oiseaux très très intensifs sur le podium. Et c'est pas forcément celui entre guillemets qui a le plus gros qui est sur le podium, quoi. Vraiment, les couleurs sont regardées. Et ça, je pense que c'est plutôt positif pour l'avenir. Donc oui, on cherche des gros oiseaux, mais l'intensité, la couleur est vraiment critère 2, voire 1, quoi. Donc, et c'est ce qu'on retrouve chez le Fischer aujourd'hui, parce que quand on commence à regarder une nuque, c'est qu'on n'est plus dans le concours de taille, entre guillemets, quoi. Donc, je pense que ça va protéger un peu ces 3 espèces et que la couleur sera peut-être en critère numéro 1 à égalité avec la taille. Donc, on verra comment sera l'évolution, mais de toute façon, pour garder une certaine fécondité et donc des oiseaux en concours, parce qu'il faut pas se mentir, hein, pour garder des oiseaux en concours, il faut des oiseaux qui élèvent. Et si l'éleveur, malheureusement, avec une vingtaine de couples, il sort 20 pauvres jeunes, et ça favorise pas aussi nos concours et nos expos. Donc, je pense qu'il faut garder un peu les pieds sur terre et essayer de quand même favoriser un standard de couleur pour garder une bonne fécondité. Pierre avait demandé la parole. Oui, ben là, je vais m'adresser du coup au responsable de la section Petite Acidée, puisque nous avons la chance de la part. Lorsque le nouveau standard des Rosécolis est apparu, j'ai tenu 5 ans pour maintenir le double standard, c'est-à-dire les petits Agapornis Rosécolis et puis vos gros. Mais au bout d'un moment, la vague était tellement forte que j'ai dû lâcher prise. Est-ce que ça veut dire, d'après les quelques paroles que tu as prononcées, que tu serais favorable à remettre une classe pour les Rosécolis, du coup, couleur ancestrale, phénotype ancestral? Bon. Alors, bon, ça, c'est une question personnelle. Mon avis, d'une façon générale, c'est que le Rosécolis ancien type, il est fini, il n'existe plus. Et on aura vraiment, ça sera compliqué de le retrouver. Après, être favorable à une classe, oui, mais alors une seule classe et en phénotype sauvage, pas de mutants ancien type. Parce que alors, on pense qu'ils ont disparu, mais ils n'ont jamais complètement disparu, hein. C'est comme lorsqu'on avait les ondulés de couleur, les ondulés de couleur, je me souviens avoir participé. Les juges de la section m'ont arraché les yeux, les oreilles, les cheveux, tout ce que vous voulez. Quand j'ai participé à leur remise dans le réseau des concours, ça nous a pris peut-être 5 ans à avoir à peu près une taille logique, normale. Maintenant, au niveau national, lorsqu'on se retrouve dans les championnats nationaux, on a des oiseaux qui tiennent la route. Dans les locaux, c'est sûr qu'il y a encore de la pédagogie, mais c'est possible. Sur les Rosécolis, je me souviens que dans les endroits un peu plus reculés, quand je dis un peu reculé, pour moi, c'est le Massif central, l'Auvergne par là. Je me souviens que on avait toujours les anciens types. Voilà. Donc, je pense que c'est pas complètement perdu, mais il y aura un travail. Moi, je favorable, oui, mais que en phénotype sauvage, pour vraiment dire, on élève un oiseau entre guillemets de la nature, qui se rapproche de ce qu'il y a dans la nature. Maintenant, doubler toutes les classes en mutants, je suis plutôt défavorable parce que ça va, je pense, plus induire les éleveurs en erreur qu'autre chose. Mais un phénotype sauvage,
Pourquoi pas? C'est ce qu'on avait avant depuis. Et ça peut favoriser les, entre guillemets, les vrais puristes qui cherchent à se rapprocher du vrai phénotype de la nature. Pourquoi pas? Voilà, il y a cet aspect-là. Et le deuxième, c'est la limite supérieure qu'on doit mettre, puisque vous avez bien soulevé le problème, fécondité et autres soucis, donc ce qu'on appelle les hypertypes. Donc c'est vrai que dans la sélection du standard et dans l'écriture du standard, il faut bien savoir où on doit s'arrêter. Et c'est compliqué parce que la tendance à vouloir des tailles plus grandes, elle existe chez beaucoup d'oiseaux. Michel Vrenbizen vient de signaler, bien sûr, ils ont le même problème en diamant mandarin avec ces oiseaux à bec hyper court, tête arrondie, etc., etc. Et ils arrivent aussi à des problèmes de fécondité depuis plusieurs années. Mais ils ne sont pas prêts à faire machine arrière. Alors qu'il y avait une proposition de faire le mandarin toy il y a quelques années, de refaire des petits mandarins. Alors peut-être que c'est pas les doubles classes qui est la solution, hein, mais de savoir dire stop à cette règle de l'agrandissement, de l'arrondissement, des longueurs de plumes, des becs coniques courts qu'on retrouve chez beaucoup d'oiseaux maintenant, parce que bientôt le dessin des mandarins sera le même dessin que le glossolaire, par exemple. On en est là. Donc ça, c'est notre rôle au niveau national et international de dire maintenant stop là-dessus. Bien résumé. Après, ça reste compliqué. Oui. Oui, Juste pour dire que moi j'ai vécu en Belgique et donc j'ai vu le BVA et les premières années, enfin vers 2007 par là. Et je me souviens, les roses écolistes en concours, honnêtement, il y en avait qui faisaient la taille de caille de Chine quasiment. Et ça a bien diminué, ça a bien changé parce que c'était à l'époque, c'était qui avait le plus gros rose écolis et ça a bien rétréci maintenant. Et comme disait Jérémy, ça se joue plus sur la structure de la plume et la couleur, avec des plumes plus intenses en couleur et un peu plus courtes, quoi. Après, ce que Pierre voulait dire du phénotype ancien type, c'est un oiseau que on va dire masque rose. Il faut pas oublier que chez le rose écolis, Oui. on l'appelait avant masque rose. Et ces oiseaux-là, masque rose, on n'en retrouve plus ou très rarement. Et Si, j'ai mutation, la maladie de. pourquoi pas ouvrir une classe, mais oui, je te rejoins. En Belgique, c'est plus à celui qui entre guillemets à la plus grosse. Les couleurs, l'intensité de plume est quand même bien regardée maintenant. D'autres questions? Sinon, on va se dire adieu. L'appel du ventre va être plus fort. Si, moi j'aurais juste une petite question. L'apéro. Qui parle? Vas-y, Oui, c'est Guillaume. Guillaume. Ouais, par rapport à ceux qui voudraient devenir capacitaires, est-ce que vous faites une attestation après des vidéoconf comme ça? Oui, je vois Hervé qui dit oui, oui. Je réponds, mais Pierre Chanois devrait répondre parce qu'il m'en a parlé. Je te laisse parler, Pierre. Alors tout à fait, les visioconférences, est-ce qu'elles entrent dans le cadre d'espèces qui sont soumises à capacité? On peut vous fournir des attestations. D'accord, ok. Ben, ça serait possible d'en avoir une pour celle-là? Vous les réclamer par mail, si possible. Hein. Ce serait plus simple. On ne va pas faire ça par oral aujourd'hui, mais réclamez-les par mail, ça pose aucun problème. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Ouais. Bon courage pour la capacité. Merci. Voilà, il faut les demander, mais n'oubliez pas qu'il faut le demander juste après la conférence, tant qu'on a en mémoire les participants. Parce que si on se base sur la liste des inscrits, il y a 8 personnes qui étaient inscrites et qui ne sont pas là. Donc, on a du mal à trier après. Ah ouais. Mais effectivement, ça rentre dans les heures de formation parce que je crois qu'on apprend beaucoup dans ces visioconférences. Oh, oui. Eh oui. Bon, ben merci beaucoup, Daniel, messieurs. j'ai vu Daniel qui avait levé la main. Oui, pour moi, je pense que sur la DDPP chez nous, je pense qu'il faut un numéro de capacitaire. Donc, je ne sais pas s'il y avait un capacitaire présent pour que ça soit validé, mais c'est que mon avis de ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas si c'est toujours de cours, mais bon. Voilà, c'était juste un commentaire à ce niveau-là qu'il faut sur l'attestation, il faut un numéro capacitaire chez nous. Hein, donc, voilà. Ça, c'est pour l'attestation de pratique. Pour la théorie, il n'y a pas forcément de numéro de capacité. Mais après, ça dépend des PVP. Donc, voilà. Mais l'attestation, elle passe à 80%. Après, ça sera des particularités locales. D'accord.
Et il y en a beaucoup de particularités locales. Et pourtant, on a un État jacobin centralisé, je le rappelle. Eh oui. D'autres questions? Il n'y a plus de questions? Non, la plupart s'en vont en disant… Voilà, alors avant de partir tous, on va conclure. Hein. Donc, je vous remercie tous de cette participation. Vous voyez que le sujet était très intéressant. Il y a eu cet essai de jugement sur visio et sur vidéo, et on voit que c'est pas simple. Or, c'est des projets que plusieurs personnes ont en tête pour différents groupes d'oiseaux, de faire des jugements en vidéo, peut-être pour remplacer les manifestations qui sont de plus en plus difficiles à organiser en ce temps de Covid. Donc, il y a des pistes à explorer là-dedans. Je vais également vous dire qu'a été réalisée cette semaine une vidéo grâce à Christophe Jacobs et à Jérémy Pellerin qui nous a servi de cobaye pour présenter les coulisses des visioconférences. Donc, une première vidéo faite pour expliquer tout, comment on organise une visio, comment on gère les inscriptions, comment on doit s'inscrire, ne pas confondre replay, visio, etc. Et cette vidéo fait 20 minutes et va être bientôt disponible grand public et envoyée à tout le monde par la newsletter pour montrer le travail qui se fait et comment on doit faire. Parce qu'il y a encore des gens qui hésitent ou qui croient qu'en s'inscrivant un dimanche, ils vont recevoir toutes les visios en replay. C'est pas la marche à suivre. Donc, on explique tout ça. Et vous verrez également le travail de préparation qui a été fait avec Jérémy, qui s'y est prêté bien volontiers. Et je crois que cette vidéo de visioconférence aujourd'hui nous a apporté beaucoup de choses parce qu'il a montré sa passion et sa technicité de juge avec ses interrogations aussi. Et ça, c'est important. Pour le mois de mai, nous aurons 2 visioconférences prochaines. Une sur les plantes du printemps par Marc Baum et ensuite une sur les moineaux du Japon. Et là aussi, nous allons avoir un gros travail de préparation à faire au mois de mai. Marc Baum sera à sa 2e visio, donc il est déjà au point. Par contre, Laurent Kempenich qui va intervenir sur les moineaux du Japon, ça sera sa grande première, comme Jérémy, ça a été aujourd'hui sa grande première. Donc là aussi, il y aura un bon travail. Mais il n'y a pas de doute que ce sera quelque chose de qualité aussi, parce que ce sont des intervenants qui connaissent parfaitement leur sujet. On va donc vous souhaiter à tous un bon dimanche, bon apéritif et un bon repas pour ceux qui ont la chance d'en profiter, et à dans 15 jours pour la prochaine visio de l'UOF. Merci à tous, bon dimanche, merci Jérémy, c'était extra. Bon dimanche. Ciao, ciao. Bon dimanche. Au Bon revoir. dimanche à tous. Merci. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao. Merci Jérémy.